je situe d'où je parle, mais je parle aussi aujourd'hui en tant que président de l'UNADEL, donc d'un réseau d'acteurs du développement local, et qui a mis en place ces jeudis au moment de la Covid, hein, en 2020, pour maintenir du lien entre les différents acteurs du développement local, qu'ils soient élus, fonctionnaires, techniciens, membres de la société civile, acteurs associatifs, culturels ou autres. Voilà, c'est pour ça que tous les jeudis maintenant, tous les mois, on a, enfin, tous les mois, on a un jeudi du développement local qui maintient ce lien entre les acteurs locaux. Je crois que c'est important d'avoir des espaces de réflexion, des espaces de travail en commun, quels que soient nos positionnements dans nos territoires. Et c'est, je dirais, quelque chose qui nous permet, en fait, tous les mois de découvrir des expériences, de partager des réflexions, des analyses, et de mettre sur la table virtuelle, en fait, tout ce qui nous préoccupe dans ce que nous faisons dans les territoires. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est bien évidemment les relations communes, l'intercommunalité. On est à un an et quelques mois des prochaines municipales. C'est une période propice à la réflexion, au repositionnement. C'est aussi peut-être dans cette période agitée au niveau politique national notamment et international, c'est peut-être aussi se reposer la question du rôle de la commune et de l'intercommunalité, du bloc communal dans la mise en œuvre d'une décentralisation qui n'est pas totalement aboutie, me semble-t-il, enfin qui a démarré quand même il y a quelques dizaines d'années, mais qui aujourd'hui n'a peut-être pas encore tout à fait la maturité qu'on pourrait souhaiter hein, dans les rapports entre le local et le national. Donc, je pense que ce jeudi se situe bien au cœur des préoccupations des élus locaux et du rapport entre les élus locaux et la démocratie représentative d'une manière générale, mais aussi la question du rapport aux citoyens et la place du citoyen dans la vie locale et dans la vie de nos territoires. Donc voilà, donc je ne vais pas être plus long, simplement vous indiquer que euh, c'est le dernier de l'année. Je ne sais pas quel est le numéro de ce jeudi, mais il y en a quelques-uns déjà derrière nous. On en aura d'autres à venir. C'est Chloé et Carole qui vont aujourd'hui vous servir de guide pour cette matinée. Le principe des jeudis, en fait, c'est qu'ils sont préparés par les réseaux du développement local, que ce soit l'UNADEL au niveau national ou les réseaux régionaux, et donc notamment Citoyens et Territoires Grand Est et Territoires et Citoyens d'Occitanie, mais quelquefois aussi d'autres réseaux. Et donc aujourd'hui, c'est Chloé de Territoires et Citoyens Grand Est et Carole qui travaille, enfin qui est à la fois administratrice d'ailleurs de ce réseau régional, mais qui est aussi salariée de l'UNADEL. C'est toutes les deux qui vont présenter et animer ce débat. Donc je vous laisse présenter les invités, Chloé et Carole. À vous. Merci Claude. Euh, oui, Chloé Benacchio, donc de Citoyens et Territoires Grand Est. On se retrouve aujourd'hui et donc pour répondre aux différentes interrogations hein, qui ont été soulevées et notamment introduites par Claude. Comment faire du collectif aujourd'hui dans un contexte de contraintes fortes? Quel instrument de pacification aujourd'hui des relations aussi entre ces deux échelons? Quels outils, quels dispositifs aussi mettre en place? Et globalement, comment sont perçues et vécues ces relations. On vous propose quatre interventions à la suite qui mêlent aussi bien des retours de terrain, des tendances plutôt générales et des modalités juridiques. On commencera dans un premier temps avec Jean-Marie Houdard. Qui est vice-président à la transition énergétique et écologique à la communauté de communes des Crêtes Préardennaises, donc maire de Poitéron, donc dans les Ardennes, qui nous partagera son expérience d'élu, donc communal et communautaire, et les actions engagées pour renforcer sur son territoire le lien commune-interco, un travail hein, sur les instances de gouvernance, de dialogue, pacte fiscal et financier, etc. Je le laisserai présenter tout ça. Ces propos, ils seront ensuite éclairés et mis en perspective avec une vision plus nationale, puisque nous laisserons la parole à Intercommunalité de France et plus particulièrement donc à Simon Mauroux, responsable du pôle droit et institutions, et donc Johan Jacquet, également présent, donc responsable de la communication institutionnelle. Ils nous présenteront en fait une enquête qui a été réalisée en 2024 donc auprès des exécutifs communautaires, euh, une enquête qui sera aussi mise en perspective au regard hein, des problématiques qu'ils identifient au quotidien. On repassera ensuite sur un autre retour de terrain, donc avec là pour le coup Jérôme Duché, du service EDO de
aussi des dispositifs sur le territoire. Et donc pour conclure ces échanges, nous laisserons la parole à Christine Brémond et Yves Gorgeux, donc tous deux administrateurs à l'UNADEL, spécialistes par de finances longuement pour Mairie Conseil et qui interviendront sur effectivement les outils juridiques à disposition des élus pour faire vivre cette relation, y compris le pacte de gouvernance. Donc, vous l'aurez compris, ces interventions elles vont s'enchaîner pour ensuite donc laisser place au débat hein, et aux échanges pendant une bonne quarantaine de minutes. Donc si vous avez des réactions, des questions, donc soit vous les gardez au chaud et vous les posez directement lors du temps d'échange, ou alors vous pouvez aussi les poser dans le chat et nous, on s'assurera donc avec Carole de les aborder et de vous repasser la parole hein, pendant le temps d'échange qui est prévu. Et donc voilà, un petit rappel encore une fois, coupez vos micros pendant les différentes présentations. Voilà, et donc sans plus attendre, eh ben, pour débuter ce webinaire, un retour de terrain donc avec Jean-Marie Houdard des crêtes préardennaises, donc à qui je passe la parole. Merci beaucoup, Chloé. Bonjour à tous. Euh, pour illustrer mon propos, j'ai quelques diapos donc, que je vais vous partager. J'espère que ça va marcher, mais il n'y a pas de raison normalement. Est-ce que, est-ce que vous voyez Ça fonctionne. ça faut, ah ben, extraordinaire. Donc, je vais bien le mettre en Et, et diaporama. c'est joli en plus, Jean-Marie. Et c'est Hein, joli. n'est-ce pas? Oui, ben, je vais rester comme ça, c'est pas grave. Pour me présenter rapidement, effectivement, Jean-Marie Houdard, maire de Poitiers-Rond, vice-président au CRED, ça a été dit. Ma vice-présidente, effectivement, transition énergétique, écologique, mais pas que. Je suis aussi sur les questions d'agriculture et d'alimentation durable et de mobilité, choses qui se complètent bien, où il y a effectivement énormément de choses à faire. Euh, je suis aussi, et peut-être ça fera l'objet un jour d'un jeudi du développement local, président d'une association qui s'appelle Agence locale de l'énergie et du climat pour les Ardennes. Et voilà, association qui aujourd'hui n'est pas facile à gérer, je vais dire, tant les problèmes financiers euh, tant les problèmes financiers sont prégnants et les relations avec les collectivités pas toujours aussi évidentes. On sent bien qu'il y a des problèmes effectivement budgétaires et on sent bien qu'il y a une grosse tendance au niveau des collectivités à internaliser des actions et de se passer d'une expertise beaucoup plus large qui est faite souvent au niveau des associations. C'est tout. C'était un petit aparté, mais ce n'est pas à négliger. Donc, les crêtes ardennaises, j'imagine que tout le monde ne connaît pas. Quel mot sur l'histoire de ce qui a constitué son ADN? Ça a démarré en 1985 par une association de communes, communes de milieu rural, on verra tout à l'heure dans la géographie, qui souhaitaient vivre et qui considéraient qu'il y avait quelque chose à faire en termes de ruralité, qu'on n'avait pas seulement à être dépendant des villes qui sont autour. Donc, cette association commune qui a fonctionné pendant 10 ans misait beaucoup sur le travail avec les habitants, les acteurs locaux. Enfin, voilà, moi qui ai la barbe blanche, je me souviens qu'à l'époque, j'étais militant associatif. Et j'étais invité aux réflexions et aux commissions de cette association commune pour les crêtes. Ça s'est transformé en communauté de communes en 96, vraiment pour du coup avoir plus de budget, hein. La sauce, c'était quelques francs à l'époque de cotisation par habitant. Ça n'allait pas loin, ça permettait de se mettre ensemble, mais guère plus. Donc, en se mettant en communauté de communes, en EPCI, à partir de 96, cela permettait quand même d'avoir plus de travail déjà entre élus, de construire un peu déjà ces relations communes comme, hein, ce qui était déjà pas évident à l'époque, puisque
de souvenirs lors du premier conseil de communauté. La première question qui a été posée, bon, très bien si on y va, mais comment on fera pour s'en sortir si jamais on veut en sortir? Ce qui disait déjà un peu la difficulté du truc. Donc, cette Comcom, ben, elle fonctionne, elle existe encore, la preuve, hein, tout ça est sur le même périmètre. Sauf que la Comcom, très vite, elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu les habitants et les acteurs locaux dans ses démarches, puisque le fait de se mettre en Comcom, c'était un travail entre élus et c'était plus difficile d'associer les acteurs locaux. Et c'est pour ça qu'il y a eu une démarche de pays à partir de 2000, donc pour intégrer les habitants et les acteurs locaux, vraiment dans la définition de la stratégie du territoire. Et l'intérêt d'être sur le même périmètre de la Comcom, ça a permis d'avoir vraiment, enfin voilà, fallait travailler ensemble entre la Comcom, qui est une organisation d'élus, qui était porteur de projets communaux plutôt, et le pays qui était vraiment fait par les habitants et qui était porteur d'une vision, enfin, non pas que les élus n'en avaient pas, ils en avaient aussi, mais enfin, d'une vision citoyenne du territoire. Alors, bon, le pays, il s'est éteint un peu petit à petit, hein, malheureusement, je vais dire, au profit d'une co-construction programme par programme. Bon, que ce soit le projet de territoire, le plan climat, le leader, le contrat local de santé, il y en a d'autres. Tout ça se construit bien en participation et c'est l'héritage du pays, mais il manque un peu une réflexion citoyenne autour de la stratégie globale du territoire, une appropriation citoyenne de ces questions-là qui est forcément, enfin, ou en tout cas qui le plus souvent va être un peu différente de celle des élus. Donc voilà pour l'histoire. Quelques mots sur la géographie. Donc c'est un territoire très rural, 1000 km², urbanisé à 3%, 22 000 habitants, donc 22 habitants au kilomètre carré. On est, voilà, c'est pas le désert, mais on s'en approche. Et donc avec une grosse activité agricole et forestière, où le territoire est réparti en gros par tiers entre les cultures, les pâtures et la forêt. On a l'habitude de dire que chez nous, il y a plus de vaches que d'habitants et qu'il n'y a aucun feu rouge sur le territoire. Nous le revendiquons haut et fort. 94 communes, du coup, entre 40 et 1350 habitants, donc pas de ville-centre, mais plutôt un maillage de pourcents, de bourrelets, enfin, voilà, il y a une occupation un peu équilibrée du territoire. Ce territoire, il est traversé, on le voit un peu sur la carte, entre le nord et le sud, par l'autoroute et par la voie ferrée. On a la chance d'avoir sur le territoire trois échangeurs autoroutiers et deux haltes ferroviaires, donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas desservi. Et on assiste en fait à une dynamique positive, que ce soit au niveau de la population des activités autour de l'autoroute et de la voie ferrée. Par contre, dès qu'on s'en éloigne, que ce soit vers l'est ou vers l'ouest, on a plutôt une déprise sur le territoire. Donc là, c'est vraiment un enjeu, nous, en tant qu'élus du territoire, de prendre en compte ce fait-là et d'essayer de l'équilibrer. Ensuite, un petit mot sur le projet de territoire. En fait, on a un projet de territoire qui est articulé autour de quatre défis, ce qu'on appelle défis. Projet de territoire qui existait déjà au mandat précédent, qui a été retoiletté au nouveau. Claude, il doit s'en souvenir, il a intervenu pas mal là-dedans. Et il y a quatre défis dans ce projet de territoire. Tout d'abord, créer de la richesse à partir de nouvelles choses. Donc, plutôt un axe économique qui reprend tout ce qui se fait en économie, bien sûr, mais aussi en tourisme et en agriculture, sachant que c'est des axes transversaux, hein, c'est pas aussi clair que ça, mais enfin voilà, s'il faut un classement. Le deuxième, c'est viser l'excellence environnementale, donc qui reprend tout ce qui est transition écologique, énergétique, tout ce qui est économie circulaire, on travaille beaucoup en ce moment, et tout ce qui est milieu naturel et leur gestion. Un troisième axe, sur le développer le lien social et coopération pour bien vivre sur les crêtes. Donc, c'est ce qui concerne tout ce qui va concerner l'accueil des habitants, service à la population, offre culturelle, offre de loisirs, etc. Et un quatrième, renforcer la cohérence territoriale, donc qui est plutôt une entrée gouvernance, on va dire, et qui nous intéresse aujourd'hui, au travers de voilà, dynamiser le fonctionnement des collectivités, faciliter ou favoriser la participation citoyenne et outiller un peu sur les questions d'identité de territoire, de qualité de vie, etc. Dire quand même que le projet de territoire, il a été écrit à partir du bilan du premier, du précédent, effectivement, mais aussi qu'il y avait pratiquement les mêmes défis, hein. On était toujours sur
économie, environnement, social et gouvernance, en fait, mais qui a été aussi retravaillé dans les commissions thématiques, avec les agents en interne, avec un travail des élus en bureau et avec des consultations citoyennes pour les valider. Et ce projet de territoire, il a pour objet vraiment de favoriser et d'orienter les autres programmes de la collectivité, plan climat, leader, etc., etc. Donc, lien commune interco, euh, bon, c'est vrai qu'a priori, on se dit, ben, pour être efficace, il faut se poser la question, il faut regarder vraiment ce que fait la Comcom pour la commune. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier, pour moi c'est important, la richesse et l'expérience des communes qui peuvent servir aussi la Comcom. Et ça, des fois, malheureusement, on l'oublie un peu. Il faut aussi considérer que toutes les communes n'ont pas la même attractivité. J'en ai parlé un peu dans mon intro. Donc, attention, attentif à ne laisser personne au bord du chemin, à ne pas céder à la tentation d'aller vers les communes les plus attractives ou les plus dynamiques ou les plus importantes. Je dirais bien quasi au contraire. Et donc, nous avons quelques outils, en fait, pour aider à ces relations communes comme. Tout d'abord, ce qu'on appelle les commissions de secteur. Vous comprenez bien, avec 94 communes, le conseil communautaire, il y a plus de 100 délégués. C'est quand même un lieu de débat où le débat est extrêmement difficile. Donc, en amont de chaque communautaire, on a ces réunions de secteur qui regroupent entre 10 et 20 communes, hein, qui sont un peu sur le même bassin. On essaie de faire ça. Euh, et ça permet d'avoir des échanges d'informations beaucoup plus faciles. Ça permet aussi d'avoir des débats où tout le monde peut s'exprimer. Ça permet au final d'affiner les délibérations à prendre au conseil des communautés. La délibération qui est prévue avant de faire les commissions de secteur, c'est pas tout à fait la même que celle qui sera présentée le plus souvent. Elle aurait été enrichie de tous ces débats-là, hein. Donc c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui permet d'avoir aussi alors des conseils de communauté, certes un peu plus institutionnels, mais aussi plus sereins. Deuxième chose, les commissions thématiques. Alors, il y en a dans beaucoup de collectivités. Nous, dès que c'est possible, on les ouvre à des participations d'acteurs locaux, que ce soit habitants, associations, artisans, etc., pour mieux prendre en compte les problèmes du territoire. Euh, troisième, troisième outil, on va dire, réunion des secrétaires de mairie. Donc, pareil, hein, par zone. Il n'y en a pas tant que de commissions de secteur. Commission de secteur, il y en a 7 hein, pour la collectivité. Là, il n'y en a pas tant, il y en a 2 ou 3, c'est vraiment par zone. Mais ça permet vraiment d'échanger sur les préoccupations de chacun. Il faut quand même savoir que les secrétaires de mairie sont un élément important dans la communication entre la Comcom et les communes. Alors, voilà, je vous le dis tel que je le ressens. Euh, on assiste plutôt à une information descendante vers le personnel communal que d'avoir des temps de remontée. Enfin, s'il y en a quelques-uns, de temps de remontée des secrétaires, mais enfin, ils sont vraiment limités. Et je crois que ces réunions sont quand même perfectives, en fait. Euh, c'est important aussi de valoriser les initiatives prises par les communes, ce qu'on fait peut-être pas toujours assez, mais enfin, c'est important de le faire et faut le faire aussi, il faut le relier au projet de territoire et on ne peut aider une commune dans son initiative que si elle est compatible avec le projet de territoire, pour en faire quand même ça une règle. Bon, pour illustrer, je peux citer un exemple où c'est les communes qui ont vraiment la main chez nous, c'est tout ce qui concerne les programmes de restauration de la trame verte et bleue, où c'est bien une commune qui vient en disant, voilà, nous, on voudrait bien travailler sur la trame verte et bleue, on pense qu'il y a des enjeux là-dessus, il y a aussi des enjeux par rapport au ruissellement et tout ça, enfin voilà, ils ont leur argumentaire. C'est elle qui s'engage dans le programme, c'est elle qui détermine les actions à mener. Nous, on intervient seulement en finançant la moitié du reste à charge sur l'opération, après subvention, bien sûr, et on fait un accompagnement, on a une animatrice sur l'agriculture et sur le milieu naturel qui accompagne la commune dans l'opération. Là, c'est bien les communes qui restent à l'initiative du truc. Voilà. Un autre aspect, c'est la solidarité financière. Les plus petites communes pensent souvent être défavorisées en termes de dotation financière par rapport au bourg-centre. C'est vrai que on peut comprendre ce ressenti dans la mesure où les équipements communautaires, ben, ils sont plutôt développés dans les bourgs-centres. Donc, à nous d'expliquer un peu ce qu'il en est et que les équipements communautaires, ils sont destinés à elles aussi et à tous et qui sont plutôt faits effectivement dans le bourg-centre.
Mais on doit aussi prendre en compte des investissements qui paraissent nécessaires aux petites communes et pour lesquels elles n'ont pas les moyens financiers. Voilà, on peut citer les problèmes de voirie, on peut citer les problèmes d'école voilà, qui représentent des coûts énormes pour lesquels elles n'ont pas des moyens. Et donc, nous, il y a deux outils qu'on a mis là-dessus. On a d'abord mis un système de mutualisation de l'IFER provenant principalement des parcs éoliens, pas que, mais principalement chez nous. Euh, Vous savez que l'IFER, il y a une répartition et il y en a une partie une partie non négligeable qui vient à la Comcom. Et le choix qu'on a fait au travers d'un pacte financier, c'est que la moitié de ce que retouche la Comcom retourne aux communes sous forme de dotation, alors qu'elle n'est pas calculée n'importe comment, hein. Elle est calculée en fonction de la population, de la voirie aussi, du nombre d'enfants scolarisés, enfin les gros postes de dépenses, et aussi de la richesse fiscale de la commune. Enfin voilà, on a un calcul un peu précis là-dessus. Et sur le mandat actuel, c'est quand même 250 000 euros par an qui retournent vers les communes sous cette façon. Euh, et depuis la redistribution, je m'excuse, la redistribution de ce fonds intervient sur de l'investissement à hauteur de 50% maximum. Il y a aussi l'ex-contingent d'aide sociale, que c'est la Comcom qui touche et qui est reversé intégralement aux communes. Donc, c'est 600 000 euros à notre niveau qui sont redistribués. Donc, bon, voilà, sur la redistribution, sur la dotation des fonds de concours par rapport à l'IFER, sur le mandat 2016-2020, c'était 170 000 euros par an qui étaient redistribués, donc pour 850 000 au total. Sur le mandat actuel, c'est 250 000 par an, donc ça fait 1 250 000, donc voilà. Et on a un contrat de territoire avec le département où ils avaient des taux d'intervention, enfin, une dotation importante sur l'économie, sur l'aide aux communes et sur l'animation. En fait, on a choisi de réduire la part économie et animation pour le remettre sur les dotations aux équipements communaux. Donc voilà un peu comme ça comment on fait. Euh, j'ai encore une diapo où je termine. Donc voilà un peu les différentes actions. On pourra revenir plus en détail s'il y a des questions après, évidemment. Dernière diapo, c'est plutôt sur les enjeux de communication voilà, qui est quelque chose d'important et où il n'est vraiment pas facile de trouver le bon format. Alors, on a, pardon? Ah, je croyais qu'il y avait Je rappelle, euh, pardon Jean-Marie, je rappelle à ceux qui sont arrivés en cours de route, merci de couper votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Eh ben, ok, je vais vous désactiver le son. Voilà, ça c'est fait. merci beaucoup. Jean-Marie, si vous pouvez achever. J'achève. Donc, on a un magazine qui est distribué 2 fois par an sur toute l'Ouest, voilà, sur l'Orient politique. Depuis quelques mois, on fait une lettre mensuelle qui s'adresse en fait aux conseillers municipaux, enfin tous ceux qui souhaitent et qui donnent leur adresse mail, bien sûr, mais il y en a la grosse majorité, voire quasi la totalité qui l'ont fait. Ça s'appelle le fil des crêtes, qui retrace un peu les actions engagées mais qui engage et qui les incite à y participer. Donc, la cible, c'est bien les conseillers municipaux, parce qu'en fait, on se rend compte que s'ils ne sont pas délégués communautaires, ben, ils peuvent tout ignorer de l'activité de la Comcom. Alors, plus institutionnel, on envoie aux mairies tous les relevés de décision des bureaux, les comptes rendus de conseil. Là, par contre, on ne sait pas forcément ce qu'en est fait. On sait qu'il y en a qui les transmettent à tous les conseillers. On sait que parfois c'est abordé en conseil municipal, mais il y a aussi des cas où ça reste entre le maire et sa secrétaire et ça ne va pas plus loin. Euh, pour illustrer aussi la difficulté à communiquer, je reviens sur la solidarité financière. Les opérations qui sont mises en place dans les pourcents, principalement des actions services à la population ou développement économique, euh, au niveau de la Comcom, il ne coûte rien parce que c'est bien aidé et puis bien souvent le reste à charge est compensé par des loyers. Par contre, la commune qui accueille ça
Bien souvent, elle met le foncier à disposition, elle fait la voirie, elle fait l'entretien après, enfin selon les conventions. Euh, donc voilà, mais ce qui est extrêmement difficile, c'est de dire ça, de dire, bah, finalement, quand on regarde, quand il y a un équipement interco qui est fait sur une commune, la commune, elle y met de l'argent en propre, où elle ne touche pas forcément d'aide, mais c'est un service pour tout le monde. Voilà, c'est ces discussions-là qu'on pourra peut-être aborder après aussi. Et puis, bah, bien sûr, il y a le site internet, il y a les réseaux sociaux, mais ça, je ne vais pas détailler là-dessus. Voilà Merci ce que je beaucoup, voulais vous dire. Je Jean-Marie. m'excuse, j'ai pris Mais 4 minutes de trop. merci beaucoup, Jean-Marie. Sans plus attendre, on va laisser la parole à Simon Moreau et Johan Jacquet d'Intercommunalité de France. Merci encore, Jean-Marie. Merci. Alors, je n'ai plus la main pour rétablir ma caméra. Après, mon visage n'est pas indispensable, mais Madame Benakios, ça fait partie de vos habitudes que l'intervenant soit visible. Je vous laisse rétablir mon visage, sinon je vais, de toute façon, je pense que j'aurai la main pour partager l'écran quoi qu'il arrive. Donc, je suis au sein de l'Association des intercommunalités de France. Plusieurs ici sont adhérents. Et mon collègue Johan Jacquet, avec qui j'ai préparé ce petit support, ne peut pas parler pour des questions de conditions, mais en tout cas, on va vous présenter un propos qui est donc de ce que nous, on observe au niveau de l'association nationale, hein, association avec tout type d'intercommunalité, amis adhérents. Je vais appuyer mon propos sur trois types de travaux pour que vous voyez un peu de quoi il est question. On a mené deux enquêtes en 2024. La première, qui va être la plupart des planches que je vous présente en mettant le PowerPoint, à savoir un travail qu'on a commandé auprès du Centre d'études de la vie politique française, le CEVIPOF, qui est rattaché à Sciences Po Paris, et qui est une enquête menée auprès de à peu près 2900 élus, c'est-à-dire qu'on a à la fois des présidents et des vice-présidentes ou vice-présidents d'intercommunalités qui ont répondu sur ces questions justement de relations communes-intercommunalité. Une deuxième enquête qui a été auprès de 150 intercommunalités sur le bilan des lois qui, depuis 2019, vous savez à peu près, même un peu avant, ont voulu répondre à ce qu'on appelait les irritants des intercommunalités de leurs communes membres, voir un peu ce qu'ils ressentaient. Et puis, troisième type de travaux, c'est une quinzaine d'entretiens qu'on a menés auprès de maires, de présidents d'intercommunalités et d'observateurs nationaux, qui sont des universitaires, des chercheurs ou des consultants, sur nos questions de communes-intercommunalité. Alors, le temps que je mette euh, le document, donc ça, j'ai la main pour le mettre. Alors, je suis désolée, Simon, j'arrive pas à remettre votre caméra. On a quelques... Mais c'est pas très grave. Ce qui est le plus intéressant, c'est que vous puissiez voir ce qu'on vous présente. Euh, je vous garantis que que je vous fais des sourires. En tout cas, donc, premier travail donc, sur cette enquête. Avant que je vous montre quelques résultats qu'on a sélectionnés par rapport à votre sélection, pour vous dire que donc, ces travaux-là, c'est vraiment des travaux qui vous montrent une vision qui est d'ensemble, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va vous montrer tout ce qui est dans chacune des situations, hein. On a des réalités très différentes. Dans le propos introductif, il était même question de pacification des relations communes-intercommunalités. Bon, je ne vous apprends rien si je vous dis que dans bon nombre d'endroits, si on parle de pacification, on va vous dire mais pourquoi faire? Les choses sont calmes et l'ont toujours été. D'autres, il y a plein de réalités on a eu des fusions de 2017 qui ont été un peu difficiles, d'autres qui sont déroulées comme elles devaient l'être, ainsi de suite. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qui est l'objet, et après j'en ai fini avec mon propos introductif, hein, de vos travaux ce matin, ça a été obtenu lorsque nous avons réuni notre congrès national qui a voulu vraiment mettre l'accent sur la logique de bloc communal. Et notamment, ce qui est un message qu'on porte, c'est que quand on parle de communes et ou quand on parle d'intercommunalité, il est difficile et un peu incohérent de ne pas parler de l'ensemble du bloc communal parce qu'il nous manque des réalités sur tout ce qui est fait ensemble en matière de gouvernance, mais aussi de finances, de ressources humaines ou de politique partagée. Voilà. Je commence avant la première planche d'issue de l'enquête sur ce qu'on a d'abord retenu sur la quinzaine d'entretiens dont je vous ai parlé là auprès de maires, de présidents ou d'observateurs nationaux. Une première thématique, c'était de savoir si les communes en général, se sentent bien dans leur bloc communal du point de vue de l'organisation des pouvoirs locaux. Euh, je vous donne les résultats, hein. Donc, à chaque fois, on a passé à peu près 1 heure et demie avec ces personnes que je vous ai mentionnées, de tout type de territoire, rural, de tout type de bord politique. Trois choses qui sortaient de cette question de savoir si la commune était en bonne position et se sentait à l'aise dans le fonctionnement institutionnel de leur bloc communal. Premièrement, c'est que pour beaucoup, il y a en effet un sentiment de mal-être qui, je pense, à quoi fait écho, hein, la trame de votre matinée. Et ce sentiment de mal-être, il est compréhensible par des faits, mais il y a un ensemble, comment dire, de réalités qui n'expliquent pas ce sentiment de mal-être. C'est-à-dire que on voit que qu'il s'agisse
de garanties apportées par la réglementation nationale sur laquelle reviendra Christine Brémond, ou qu'il s'agisse de politiques publiques qui sont progressivement mises en place sur des services nouveaux en réponse à des demandes des habitants des communes, il y a des choses qui se font et malgré tout, ce sentiment de mal-être est un peu diffus. Et deuxième considération par rapport à cela qui ressortait très tellement de ces entretiens, elle se rattache à une habitude, une tradition politique française qui, selon nos interlocuteurs, hein, n'encourage pas facilement aux coopérations. C'est-à-dire qu'on a avec le bloc communal un fonctionnement fédéral d'institutions locales qui est tout à fait inhabituel dans le paysage politique français. Et ce paysage politique français, il reste très fortement marqué par des concurrences territoriales au dire des interlocuteurs. Donc on a ce contexte-là qui peut expliquer notamment que ce sentiment de mal-être, il existe indépendamment de choses beaucoup plus factuelles. Et puis, troisième et dernière considération avant que je vous présente les quelques résultats d'enquête, c'est un réel sentiment que, pour beaucoup de maires, que la décision leur échappe. Et alors, pourquoi donc? Là également, je fais part de ce qui nous a été rapporté par nos personnes interrogées. Il y a elle porte notamment sur des relations communautaires-communautés du point de vue de la gouvernance, c'est-à-dire du fonctionnement des institutions locales. Notamment, on peut entendre assez souvent au niveau national qu'il y aurait un fonctionnement spécifique des conseils communautaires, il est vrai, pour différentes raisons liées à la politisation, pour des raisons liées également au fait qu'on est sur des fonctionnements différents pour exercer des compétences. Néanmoins, il est intéressant de voir que sur le fonctionnement, on va dire, un peu régulier des conseils, là on est un peu sur des questions d'ambiance, les réalités sont finalement assez proches entre un conseil communautaire et un conseil municipal, là encore d'un point de vue de la vision nationale. C'est-à-dire que vous voyez que il fonctionne plutôt bien majoritairement, qu'il s'agisse de l'interco à gauche à 57,7% ou des conseils municipaux à droite, 57,2%. Les fonctionnements sont peut-être un peu plus compliqués quand on regarde ceux qui répondent que ça fonctionne plutôt mal au niveau des intercommunalités, mais c'est tout à fait relatif. Ce sont les histogrammes, les bâtons hein, que vous avez à gauche en couleur verte. Je déroule sur quelques enseignements aussi pour un peu planter le décor de vos échanges si vous souhaitez. On les interrogeait de savoir sur la question de savoir comment se déroulent les votes au sein des conseils communautaires. Voilà, je pense que vous qui êtes en position sur des choses qui ne vous surprendront pas, on est sur des réalités plutôt unanimes à 63%. Nous-mêmes, on était intéressés à voir cette question-là au niveau national parce qu'on entend souvent le retour selon lequel le conseil communautaire n'est pas le lieu des réels enjeux, mais que c'est un lieu que la loi demande de tenir pour l'adoption formelle des délibérations. On est quand même à un quart des répondants qui nous ont répondu que c'est la deuxième ligne, hein, que les votes sont partagés de temps à autre, ce qui veut donc dire qu'on a des fonctionnements de conseil qui, je pense, ne vous surprendront pas, où la plupart des délibérations sont passées vite parce que c'est des choses qui sont fortement préparées et ou qui ne portent pas d'enjeux particuliers, hein, mais d'autres où on peut se réserver du temps sur certains grands projets. Et on a vu qu'on a eu quelques exemples récemment qui amenaient à remettre du débat sur en question, avec notamment, je pense, j'ai vu que Bernard Saint-Germain était connecté et je le salue, sur les questions d'action sociale avec la petite enfance qui a été remis au goût du jour avec la dernière loi. Je reste sur la question des déroulements des instances. On a un ensemble d'instances que vous connaissez, conseil communautaire, le bureau communautaire qui a un rôle très différent d'une intercommunalité à l'autre, selon le rôle que chacun donne, parce qu'on est plus à l'aise d'avoir beaucoup de délégations, peu de délégations, le bureau est plus ou moins étendu, et puis le conseil des maires. Le conseil des maires qui, nouveauté de ce mandat-là, est devenu obligatoire dès lors que tous les maires ne sont pas membres du bureau. Alors, c'est une nouveauté de la loi engagement et proximité de 2019 qui fait suite à une pratique très répandue, hein. On avait interrogé nos intercommunalités avant cette loi-là et 80% déjà réunissaient les maires, soit en conférence des maires, soit tous au sein du bureau. Ici, ce qu'on peut vous montrer, c'est que l'ambiance est vraiment, et ça fait écho peut-être au terme de pacification, elle est bien, quoi, cette ambiance. J'allais dire qu'elle est pacifiée, mais pacifiée, ça veut dire même qu'il faudrait qu'on ait une idée de que ça a été tendu un moment. Vous voyez qu'ici, on est quand même sur des choses qui se déroulent bien, quoi qu'il en soit. On voit qu'il y a eu un peu de débat. Le bureau communautaire, on peut supposer qu'il est encore plus pacifique, notamment par rapport à des questions de fonctionnement un peu plus quotidien de l'intercommunalité et de dérouler des réunions selon un ordre du jour qui s'y prête.
Pardon, je reviens dans le bon sens. Ce qui est intéressant de voir, et là on est sur des choses qui est au cœur de cette question de relation commune-intercommunalité, il a été beaucoup question des maires dans l'intercommunalité au niveau du débat national, et j'y reviendrai dans mon propos conclusif. Euh, Nous, on a souhaité aussi, à la demande de nos élus qui siègent au sein des instances, porter l'accent sur le rôle des conseillers communautaires, et puis ma deuxième planche qui suit, le rôle des conseillers municipaux non élus communautaires au sein de l'intercommunalité. Beaucoup disaient les maires, évidemment qu'ils ont un rôle, c'est un rôle historique, c'est un point d'attention. Tout ne fonctionne pas facilement, mais ça dépend. Mais il est intéressant de porter l'attention sur ces deux types de publics si on veut parler. Premièrement, l'association des conseillers communautaires au fonctionnement de l'EPCI, de ce qui nous a été rapporté euh, par ces répondants, c'est que à une courte majorité, si on peut dire, mais quand même majorité, on est sur quelque chose où ça se passe bien. On voit quand même que c'est assez partagé. Vous voyez, là, je disais, ça se passe bien, plutôt bien et très bien. On est pratiquement à 50%. Il y a quand même un vrai point d'attention parce que on a un quart qui nous fait part d'une réalité qui est plutôt, on va dire, comment dire, qui témoigne, je pense, d'une implication limitée, et ça ne vous surprendra pas. Et puis, un petit quart, on va dire un cinquième plutôt à 22%, ça se passe plutôt mal. Et ça fait écho à des choses, à des réalités que vous connaissez. C'est comment impliquer des conseils communautaires, alors que nous avons des conseils communautaires qui sont nombreux du fait de la composition communale, des enjeux de répartition démographique entre les communes, et ainsi de suite. Et donc, c'est tout le travail que je pense que vous allez pouvoir mentionner, et notamment avec Christine Brémond, de s'appuyer sur des commissions thématiques, de s'appuyer sur des organisations différentes, de réfléchir en fait à la façon dont la décision intercommunale se met en place. Enfin, sur les conseils municipaux qui ne sont pas conseils communautaires, et comme je vous disais, c'est un sujet qu'on porte beaucoup à la demande de nos adhérents. Est-ce qu'ils sont suffisamment associés alors qu'ils sont partie du bloc communal du fait de leur mandat? Et là, vous voyez, c'est des choses qui ne vont pas vous surprendre. La première réponse, c'est plutôt mal, à 41%, 42 pratiquement, avec des réalités là qui sont encore différentes. On n'est tout de même pas à 80% de plutôt mal et de très mal, mais on voit que les réalités sont un peu difficiles, ça ne vous surprendra pas. Ça fait écho notamment à ce que M. Houdard vous présentait en fin de son propos, à savoir comment déjà on communique sur l'action de l'intercommunalité. Beaucoup de nos adhérents au niveau national nous font savoir que la communication institutionnelle de leur intercommunalité, elle est en grande partie d'abord dirigée à l'attention des conseillers municipaux qui là n'ont pas connaissance facilement, voire pas du tout de ce qui se passe pour différentes raisons qui pourront être faire l'objet de vos échanges, mais en tout cas, notamment, est-ce que c'est le rôle du maire de le faire? Est-ce que les équipes intercommunales politiques ont place dans les conseils municipaux pour présenter ce qui est fait? Et ceci indépendamment des obligations qui ont été insérées par la loi engagement et proximité. Dernière planche, et après j'aurai un propos conclusif, sur les dispositifs de gouvernance qu'ont prévu la loi engagement et proximité en 2019. Cette loi qui notamment a rendu obligatoire la conférence des maires lorsque tous les maires ne sont pas au sein du bureau communautaire. On a interrogé nos membres pour savoir si ça avait permis une meilleure application des maires. À 60%, c'est ce qui est ici sur la partie rouge, non. Et pour la raison en plus que les maires étaient déjà très présents dans la gouvernance auparavant. Autre non, c'est les 11% qui sont en gris, c'est non parce que de toute façon, les maires restent dans l'ensemble insuffisamment impliqués. Sous-entendu, ce n'est pas sur uniquement des outils juridiques qu'impose la loi que la question se règle pour l'implication des maires. Enfin, certains, on est à un tiers qui disent en cumulé des deux, oui, oui, ça a pu en effet favoriser une meilleure implication des maires dans l'intercommunalité. Alors, je voudrais finir mon propos rapidement, je vois qu'il me reste une minute, sur deux considérations qui se rattachent à ce que je vous ai présenté sur les 15 entretiens qu'on a menés pour un peu plus de qualitatif pour habiller ce que je vous ai présenté ici. Premièrement, première considération, est-ce que l'intercommunalité, en général, dépossède les communes ou est-ce qu'elle les aide dans leurs fonctions? Quatre réponses à cela qui nous ont été remontées, hein, c'est une synthèse. Première considération, le débat national ces dernières années a beaucoup porté sur le fonctionnement de l'intercommunalité. On le comprend du fait des transferts de compétences, des fusions, etc. Mais il a très peu porté en fait sur le rôle des communes en tant que tel. Or, si on parle de bloc communal, il y a lieu de penser l'ensemble pour voir comment l'ensemble fonctionne ensemble. Deuxième considération, qui ne vous surprendra pas, et puis là, la personne qui sera au Grand Besançon Métropole pourra en parler évidemment, c'est le fait que les intercommunautés donnent des moyens pour que des communes aient vraiment une capacité d'administration pour exister. Deuxième considération sur savoir si les communes sont dépossédées, c'est de savoir si le maire est seul à incarner sa commune dans l'intercommunalité, ou si la commune est aussi vue comme un collectif
d'élus et sur la taille d'un collectif d'agents dans sa position au sein du bloc communal. Et puis en fait, la question qui nous a remonté souvent, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu d'avoir des transferts obligatoires de compétences qui remettent les questions de relations communauté-intercommunalité différemment. Et là, ce que beaucoup nous ont fait valoir, c'est qu'il y a quand même un intérêt général national aussi à ce que le législateur avance sur des transferts obligatoires de compétences pour d'autres intérêts que ceux qui sont rattachés aux habitants, au développement local, etc. Je finis par les avantages que les maires trouveraient dans leur intercommunalité sur trois choses rapidement. Et ça, c'est également ce qu'on nous a remonté, hein. Dans les avantages que les maires trouvent dans leur intercommunalité, c'est déjà qu'elles leur donnent une position pour rester des non-spécialistes. Ça, c'est quelque chose que beaucoup nous ont remonté, notamment des maires que nous avons eus pendant l'heure et demie d'entretien. C'est-à-dire que grâce à l'intercommunalité, on a des moyens et une façon de se projeter qui permettent d'avoir un accès au mandat politique sans être spécialiste de la chose politique. Deuxième chose, ça permet également aux maires, l'intercommunalité, de s'impliquer sur des sujets plus larges. Certains nous font état du fait que ça prolonge les mandats locaux sur d'autres perspectives. Et puis, je vous fais part d'une dernière réflexion sur cette thématique-là et j'en ai fini. Euh, Quelques-uns ont soulevé la contradiction qui existerait entre le fait d'avoir une figure politique du maire qui, du fait des contraintes qui pèsent sur lui et des conditions dans lesquelles il exerce son mandat, est solitaire par rapport aux responsabilités municipales. Donc, contradiction entre cette figure politique et un fonctionnement intercommunal qui, par nature, doit être plus collectif. Merci beaucoup, Monsieur Moreau, pour l'ensemble de ces données, précisions éclairantes. À ceux et celles qui s'inquiètent de ne pas pouvoir, pas pouvoir répondre en direct, je vois dans le chat, on reprendra les questions et les interventions du chat dans un second temps. Pour ceux qui ne réussissent pas à réactiver leur caméra, mes compétences techniques trouvent leurs limites juste là. En revanche, je pense que le son fonctionnera pour tout le monde. Alors, c'est pas très agréable d'avoir un mur de vignettes noires et je crois que les gens qui ont coupé leur caméra ont un mal de chien à la remettre. Donc, ceux qui l'ont encore, surtout ne la coupez pas. Je vous propose maintenant de passer à Monsieur Jérôme Duché, chef de service aide aux communes du Grand Besançon. Monsieur Duché, je ne vous vois pas. Bonjour, c'est normal, vous ne me voyez pas, vous l'avez expliqué. Je ne peux pas non plus mettre ma caméra, mais ce sera pas nécessaire et c'est pas bien important. Donc moi je me présente, Jérôme Duché, je suis responsable du service de l'aide aux communes. Donc service de 3 personnes, hiérarchiquement et dans l'organigramme rattaché directement au directeur général des services, avec le service de relations élues. Donc, le placement dans l'organigramme est important puisque ça montre un petit peu l'importance qu'ont voulu consacrer les élus à ce dispositif et donc qui est un peu considéré comme la vitrine du Grand Besançon Métropole en termes d'assistance aux communes. Donc, vous devez tous voir mon écran normalement. Oui, ça fonctionne. C'est parfait. Donc, je vais vous parler du dispositif mis en place. L'organisation actuelle date de 2016. Alors, je ne sais pas si c'était un outil qui était mis en place pour un outil de pacification, comme on l'a vu dans l'intervention précédente. En tout cas, c'est un outil qui a été mis en place pour essayer de gommer la concurrence qu'il peut y avoir entre les grandes villes et les communes plus petites de la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole. Mon propos, je vais le faire en 5 points. Le territoire, pour un peu voir le contexte des habitants et de la structure du territoire. Le rappel du contexte et de l'historique du dispositif. Comment fonctionne ce dispositif. Les moyens qui ont été mis en place. Et peut-être quelques recommandations ou conseils sur ce qu'il faut envisager. Alors, le territoire, donc, c'est 200 000 habitants. Sur le temps. Alors, pas de souci. Le son, je vous rappelle de couper votre son si vous voulez bien. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. bon, vous pouvez continuer. Ok, merci, excusez-moi. Donc, je disais le territoire, donc 200 000 habitants à équidistance de Strasbourg, Paris, Lyon et Lausanne.
Donc, c'est situé dans le Doubs. Le Grand Besançon Métropole est situé entre la plaine des Hauts-de-Saône et les montagnes du Jura. On a un gros pôle centre qui est bien sûr la ville de Besançon avec 120 000 habitants, donc qui représente 60% de la population du Grand Besançon. Et donc, on a 67 communes qui composent Grand Besançon avec une moyenne d'habitants par commune de 1940 pour une superficie de 528 km². Donc, vous voyez la densité de la population, 373 habitants au km². Et on a 40 communes qui ont supérieur à 1000 habitants. On va de 90 habitants pour la plus petite commune, qui est Champoux, et à 5000 habitants si on enlève la commune de Besançon. Concernant l'activité économique et industrielle, vous le savez peut-être, mais donc Besançon, capitale de l'horlogerie, donc on retrouve beaucoup d'industries de pointe en horlogerie et microtechnique. Et on retrouve les services habituels, donc avec le plus gros employeur de Grand Besançon, qui est le centre hospitalier régional, pardon, avec 6600 personnes employées sur ce territoire. Donc voilà, juste pour rappeler qu'il y a une grosse disparité entre la ville de Besançon et le reste des communes. Donc c'est pour ça également qu'il est important de rappeler ce contexte. Toujours dans le contexte et l'historique. Alors l'historique, comme je vous l'ai dit, le dispositif actuel date de 2016, mais il a été créé, les premières dispositions ont été créées en 2005. Donc comment c'est né? C'est né de la volonté d'une personne qui était le vice-président au conseil communautaire, qui était également maire d'une commune et qui, face à un contexte de désengagement de l'État, de la complexification des règles et des difficultés des communes face à cette évolution constante des institutionnels et normatifs, a souhaité développer une mutualisation des services pour faire face à ces difficultés. Donc le constat qui a été fait, c'est qu'il y avait une diminution des compétences communales et une montée en puissance de la communauté urbaine. Donc il y a une réponse qui a été cherchée pour, pour répondre. En fait, les communes ont vécu ça plutôt comme une contrainte, sans avoir forcément de contrepartie. Donc la solution qui a été envisagée, c'est une mutualisation des services. Mutualisation des services qui avait le rôle d'animer, de coordonner, de faciliter, c'est la mutualisation, de développer des services à coût et moyens constants. Voilà, l'idée, ce n'était pas qu'on ait un dispositif qui soit trop onéreux pour les communes. Et enfin, la dernière idée, c'était de valoriser en priorité les actions qui étaient déjà existantes dans les services du Grand Besançon Métropole. Donc, comme je vous l'ai dit, le dispositif actuel date de 2016. Par contre, il est monté progressivement en compétences et en charges. La création de l'agglomération a été faite en 2001 et le premier dispositif de l'aide aux communes a été voté en 2005 par le conseil communautaire et par la mise à disposition du personnel sous l'autorité des maires pour des services d'ingénierie pour les projets communaux. Donc, en fait, c'était le personnel technique qui était placé sous l'autorité du maire, mis à disposition, facturé au prix coûtant et qui intervenait pour des conseils techniques sur tous les projets bâtimentaires et d'aménagement de places ou d'aménagement de voirie des communes. Pour rappeler, pour faire le point un peu avec communauté de communes des Crêtes de Pré-Ardennaises. Au niveau de la gouvernance, on est organisé un petit peu de la même façon, c'est qu'on a des comités de secteur avec des réunions régulières, on a 8 comités de secteur et on organise une conférence des maires avant chaque conseil communautaire où lequel est abordée l'actualité du conseil communautaire. Donc voilà comment est né ce dispositif. Donc ce dispositif a fait l'objet d'une évolution ensuite en 2012, avec l'ajout d'un service supplémentaire qui est la mise en place d'un groupement de commandes permanent. C'est-à-dire que toutes les communes de l'agglomération ont délibéré avec le Grand Besançon pour la mise en place d'un groupement de commandes permanent qui
permet d'être beaucoup plus souple. Et en fait, à chaque marché, le coordonnateur et l'agglomération et chaque commune est invitée, si elle le souhaite, à participer au groupement de commandes en fonction des prestations qui l'intéressent ou pas. Aujourd'hui, on a 68 groupements de commandes et en moyenne, on a une vingtaine de communes par groupement de commandes. C'est un système qui marche plutôt bien. Dernière étape en 2016, donc avec le dispositif actuel, il y a eu la volonté politique d'aller encore plus loin pour permettre aux communes en fait d'avoir un accès à l'expertise spécialisée et avoir accès à des moyens et des outils. Il y avait également la volonté d'avoir une identification claire de la communauté urbaine. Donc l'aide aux communes se place comme guichet unique en fait par rapport aux communes sur leurs besoins. Et également d'avoir une écoute et une réponse adaptée aux besoins des communes. Aussi, pour la communauté urbaine, c'était l'idée de renforcer la confiance entre les communes et les communautés, développer un sentiment d'appartenance des communes à cette communauté, et enfin, également de contribuer au développement d'approches transversales, notamment au sein des directions comme au sein des communes. Donc, le dispositif est né en 2016 par un vote du Conseil communautaire. Alors, pendant 2 ans, il y a eu la mise en place de groupes de travail techniques. Donc, groupes de travail techniques thématiques composés d'élus et de personnel administratif des communes et du Grand Besançon Métropole. L'idée de ces commissions thématiques, c'était de recenser des besoins, donc savoir quels besoins pouvaient avoir les élus, mais également les personnels administratifs, les secrétaires de mairie. Donc, comme exemple, par exemple, on avait comme commission technique la commande publique, l'informatique, le juridique, les ressources humaines, l'urbanisme. Et il y avait également le groupe de travail qui devait définir les moyens humains et les moyens financiers qui devaient être mis en place pour le fonctionnement de ce dispositif. Donc, tout ce travail a abouti à la mise en place d'un fonctionnement tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, c'est 7 domaines d'intervention. Vous voyez à l'écran, normalement. Voilà, ça va des ressources humaines, comme je vous l'ai dit, à l'aménagement du territoire. Et donc ça engendre la mutualisation de 15 services qui sont mobilisés du Grand Besançon Métropole à l'assistance aux communes. Donc voilà, je vous expliquerai après, il y a 3 niveaux d'intervention. Donc, ça va du premier niveau qui est un espace de partage d'informations. On retrouve ce que fait un peu les crêtes des Prés ardennaises, des réunions de personnel administratif des mairies. On en fait 3 par an, délocalisées dans les communes, où on fait. Alors, je rejoins un peu ce qui a été dit. L'info est souvent descendante, même si on demande au personnel administratif les sujets qu'ils veulent voir abordés en ordre du jour, mais l'info est quand même descendante. On fait intervenir des personnes extérieures de Grand Besançon, c'est-à-dire des services de l'État, des services de conseil départemental sur les subventions, par exemple. Donc, on fait 3 réunions par an. Voilà, elles ont accès aux achats groupements de commandes. Enfin, je ne vais pas tout détailler, mais au niveau gratuit, elles ont accès à ça. Ensuite, il y a le niveau 2, où là, la prestation est payante. Donc là, elles ont droit en fait à des réponses juridiques, à l'accès à la relecture de pièces marché, la relecture des DSP. Et ils ont le droit également important à des conseils en énergie partagée, c'est-à-dire qu'on a 3 conseillers en énergie partagée qui les assistent dans l'étude et l'évaluation de leurs besoins énergétiques et qui font des préconisations sur les travaux engagés dans les bâtiments. Voilà pour le niveau 2. Et pour le niveau 3, donc essentiellement sur devis, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement, surtout à la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire l'accompagnement technique et administratif sur les projets communaux, c'est-à-dire l'assistance technique sur le suivi, la conception
des études, suivi de la réalisation des travaux et également l'accompagnement administratif avec la rédaction des marchés, le suivi de la procédure jusqu'à la notification des marchés et également le suivi de l'exécution des marchés publics. On a également un service de remplacement de secrétaire de mairie, c'est-à-dire que le Grand Besançon Métropole dispose de 3 personnes dans un pôle qui sont mis à disposition des communes quand elles ont des problèmes de recrutement, des problèmes d'absence, et on peut leur mettre à disposition des secrétaires de mairie qui viennent renforcer les équipes et pallier aux différentes absences qu'il peut avoir. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, 3 niveaux d'intervention, une gratuite, les autres payantes, et assez larges et qui viennent en assistance aux communes. Pour information, Oui. Jérôme, il vous reste à peu près 4 minutes. Ok, merci, ça devrait aller. Donc voilà, je vous le disais, niveau 1 gratuit, niveau 2A, donc 0,38 € par habitant. Et pour le niveau 2B, c'est un 3,28 € par habitant. Donc ça, ce travail a été fait lors des commissions thématiques, donc c'était un forfait par habitant. Le montant correspond aux charges de fonctionnement des services, c'est-à-dire les charges de structure et de personnel, avec également une participation de Grand Besançon Métropole. Et pris en compte également la richesse des communes. Et vous avez également, donc sur les niveaux 3 qui sont des niveaux sûrs de vie, également un coût agent à la demi-journée, voilà, qui a été déterminé également avec les coûts de structure et de personnel, et auquel on facture à la demi-journée ces montants-là pour les opérations d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà pour les tarifs. Sur les moyens humains, on a eu 10 recrutements qui sont répartis dans les différents services qui viennent en appui des communes. Juste je vous le disais, quelques recommandations. Donc, bien sûr, bien important, l'adhésion politique aux instances délibérantes, donc commission, bureau débat, conseil communautaire, aux communes et aux services. Donc, ce dispositif a fait l'objet d'un vote au conseil communautaire, la prise en compte du nombre d'habitants et de la richesse des communes pour fixer les tarifs d'adhésion des communes, vérifier les dispositifs départementaux. Nous, on s'est rendu compte qu'il y avait le département qui faisait le même genre de prestations. Donc, en fait, on s'est mis d'accord avec le département pour que nous, on s'occupe uniquement des communes du Grand Besançon Métropole et le département s'occupe des communes hors de ce territoire. Et bien sûr, porter une attention particulière sur le calibrage des directions support et le coût des adhésions et des interventions. L'objectif étant quand même d'obtenir des coûts moins élevés que ce que pourraient obtenir les communes dans le privé, puisqu'on peut effectivement avoir des assistances de maîtrise d'ouvrage dans le privé. Voilà, juste terminé, mise en place d'une instance de régulation. En fait, comme on a beaucoup de projets, aujourd'hui on suit 70 projets. Donc, pour les projets des communes, on a mis une instance de régulation composée d'élus et qui priorise les projets qu'on prend en charge, puisque avec les moyens humains, on n'a pas la possibilité de prendre tout en même temps. Et on priorise en fonction de critères qui sont environnementaux, si la commune a déjà bénéficié ou non de prestations et de l'urgence que peut représenter les travaux pour la commune. Voilà, sinon, pour boucler avec ce qu'a fait les crêtes des Pré-Ardennaises, au niveau de la communication, donc on a, comme je vous le disais, les conférences des maires, la réunion des secrétaires de mairie, et on a mis en place également un petit guide, si je peux le partager rapidement. Voilà, si vous le voyez. Voilà, petit guide qui est distribué à l'ensemble des communes en début de mandat et qui explique clairement le dispositif avec le prix des services, le bilan de l'activité de l'année d'avant, le service et le mode d'emploi et toutes les dispositions qu'on peut apporter aux communes. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Duché, pour l'ensemble de vos explications et de votre exposé. Je cède maintenant la parole à Christine Brémond et Yves Gorgeux, qui ont gardé leur caméra. Peut-être en précisant que tous ceux qui ont des questions les gardent, hein, évidemment, pour la suite du débat, hein. Naturellement. Merci, Claude. Naturellement. C'est ça. Avec ou sans caméra, vous devez tous avoir votre son. Alors, pour le moment, on n'en a pas besoin, sauf Yves et Christine, mais ce sera utile dans un second temps.
Je vous laisse la parole à tous les deux. Bien, alors, on avait préparé quelque chose, mais je croyais on intervenait en introduction, donc c'est un peu changé. Alors d'abord, moi, je voulais souligner la richesse de toutes les initiatives qui sont prises sur le terrain par les responsables locaux à tous les niveaux, que ce soit des élus, que ce soit des responsables de services. Et je voudrais insister, donc je remercie les deux exemples, on a appris beaucoup de choses, et je voudrais insister sur ça, c'est-à-dire comment on peut aujourd'hui essayer de faire en sorte que de nombreux exemples, qui sont peut-être parfois des toutes petites initiatives, mais qui facilitent les relations entre les communes et les communautés, soient mises en commun, soient diffusées de façon à ce que ça inspire ceux qui se retrouvent en situation de difficulté pour des tas de raisons qu'on ne va pas juger, que ce soit des raisons politiques, que ce soit des raisons historiques, etc. Donc, j'insiste sur la nécessité de favoriser et de faciliter la mise en commun de toutes les expériences qui existent sur le terrain. Alors évidemment, je pense à Localtis, le service de la Caisse des dépôts, parce que je viens de là, de la Caisse des dépôts, mais il y en a plein d'autres. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de mise en commun, il n'y a pas assez de mise en avant. Et même si les exemples sont anciens, même si les exemples sont un peu dépassés, ont évolué, il y a toujours une matière, une pédagogie à tirer et des idées à diffuser partout. Voilà, donc j'insiste là-dessus. Je pense par exemple, je vois que dans les participants, il y a le SICOVAL et je relisais toutes les initiatives que le SICOVAL au sud de Toulouse a mis en place pour faciliter entre les deux niveaux communes-communauté le travail en commun. Ensuite, par rapport à ce sujet des relations communes-communauté, si je reprends mes sujets sur lesquels je travaille, je pense que notre pays devrait continuer à faire avancer du point de vue juridique, du point de vue institutionnel. Donc là, je sors des méthodes de travail, que ce soit des groupements de commandes, des pactes financiers, des schémas de mutualisation, etc. Ça, c'est très bien. Tout ce qu'on a inventé au cours des dernières années facilite. On l'a vu là, à travers l'enquête notamment. Par contre, il est, à mon avis, important de continuer à réfléchir sur l'évolution institutionnelle de nos collectivités. Alors, on sait qu'on est un pays bloqué, je ne vais pas refaire l'histoire, je ne vais pas remonter à la Révolution, on sait qu'on a raté la marche, on sait qu'on est coincé, qu'on fait comme on peut depuis et qu'on arrive quand même à faire des choses, mais on reste quand même avec une situation des collectivités locales complexe, puisqu'on a encore quand même 15 000 communes de moins de 500 habitants. Alors, c'est des lieux de mémoire, des lieux historiques, des lieux magnifiques à tout point de vue, du paysage, de la vie sociale, etc. N'empêche qu'il y a un décalage entre ce à quoi les habitants de ces communes aspirent au niveau de l'accès aux services et ce que leur commune d'origine est capable de leur proposer. Donc, l'intercommunalité a été le contournement de ce problème pour essayer de régler cette question. Mais il est imparfait. Donc, dans les évolutions possibles que j'imagine qu'on peut pousser, moi j'en vois deux. Je vois sortir de cette impasse juridique où seule la commune a une clause de compétence générale. Ça n'a pas été dit ce matin, mais l'intercommunalité n'est qu'un établissement public à caractère administratif et ne peut intervenir que dans le cadre des compétences qui lui sont transférées, d'où tout le travail de la définition des compétences, tout ce qui a été imaginé au cours des 20 dernières années, d'où tout le travail sur l'intérêt communautaire. N'empêche que les intercommunalités sont bridées à certains endroits par cette question de l'absence de clause de compétence générale, et derrière, donc ce n'est pas une collectivité à part entière, et derrière, évidemment, l'absence d'élection au suffrage universel de la part du conseil communautaire. Alors là, je sais que je vais faire hurler ceux qui défendent la commune envers et contre tout. N'empêche que tous les pays du monde ont évolué, et un des exemples, je mets ça sur la table pour en discuter peut-être dans d'autres lieux. Un des exemples qui pourrait nous inspirer, c'est l'exemple du Portugal, qui a inventé à la fin du XVIIIe l'emboîtement de ses paroisses dans un espace qui s'appelle la commune. Et ils ont inventé un double système électif qui est très intéressant parce que ça protégerait tout ce à quoi on croit en France, c'est-à-dire le maintien de cette représentation directe au niveau des communes, tout en donnant une force politique plus forte qu'on ne l'a dans nos communautés à l'intercommunalité.
si vous avez envie, je pourrais vous expliquer, on a fait des missions là-dessus, on a décortiqué tout le mécanisme du Portugal actuel avec 4000 paroisses et 300 communes. Donc, il y a ce point juridique qui, pour l'instant, est un blocage en France, qui est quel est le rôle quelle est la collectivité qui a la clause de compétence et du coup, ce que ça enchaîne au niveau de sa représentation. Ensuite, moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'Association des maires de France et l'équipe Mairie Conseil sur la question des communes nouvelles. On a trouvé là un outil qui présente de nombreux avantages. Premier avantage, c'est que surtout, ceux qui ont porté ce dossier ont surtout eu l'intelligence de ne jamais dire que c'était quelque chose qu'il fallait faire, que c'était imposé et que tout le monde allait se mettre à vendre la commune nouvelle. Non, on a laissé venir ceux qui étaient volontaires. Donc, effectivement, on a récupéré ceux qui avaient démarré le plus tôt dans les communautés dans les années 92. Aujourd'hui, la fin d'année 2024, il y a 39 communes nouvelles créées, dont une importante en Seine-Saint-Denis, la commune de Saint-Denis et Pierrefitte, qui vont faire 165 000 habitants. Donc, on est à 800, 820 à peu près communes nouvelles créées. Et sont nés également, dans la foulée de cette expérimentation, on va dire que c'est un mouvement pionnier, mais comme tout mouvement pionnier, ça vaut le coup de l'étudier et de regarder comment ça se passe sur le terrain. Et dans la foulée de ce mouvement est arrivée la loi qui a proposé, avec Madame Gatel, les communes-communautés. Et les communes-communautés, il y en a une trentaine de créées à l'échelle des communautés. Ça veut dire que, à l'échelle de la communauté, l'ensemble de ce qui est la clause de compétence générale appartient à la commune, et ensuite à l'intérieur de ce territoire, avec les communes d'origine, qu'on appelle des communes déléguées, ils s'auto-organisent comme ils le veulent, comme ils l'entendent. C'est-à-dire qu'on élimine, on abandonne tout ce qui est règles, explications multiples pour dire vous avez le droit de faire ça, pas ça, pas ça, et ça, avec toutes les différences qu'on a dans la pratique du droit en France. Je viens d'entendre des choses sur la façon dont la communauté de Besançon aide les communes et facture. Et effectivement, là, j'y vois des choses surprenantes. C'est pas grave, c'est bien. Si ça marche, tant mieux. En tout cas, la commune-communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élus se décident, s'entendent, comme pour la commune nouvelle, à une majorité forte, puisque c'est l'unanimité. Et une fois qu'ils sont d'accord pour créer l'outil, ils s'auto-organisent, c'est-à-dire qu'on ne vienne pas leur dire comment ils doivent partager le budget, partager la fiscalité, faire ceci, faire des dotations de solidarité, tenir compte de tels critères. Ils sont autonomes. Et là, on a inventé un outil d'une simplicité biblique. Je ne sais pas si la Bible était simple, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, moi je pense qu'on peut aider. Alors, je ne sais pas qui va être aux commandes des collectivités dans le gouvernement à venir. En tout cas, on peut aider à voir si on ne peut pas faire avancer ce projet. Si vous voulez vous intéresser à ça, on a écrit des textes là-dessus. Si vous vous intéressez, je vous invite à regarder la carte des communes nouvelles qui a été publiée par le numéro spécial du ministère de l'Intérieur, le BIS, en avril ou en mars 2024. Et vous vous amusez à, ce que j'ai fait, à superposer cette carte à la carte des communautés de communes créées dans les années, au début, dans les années 92, 93, 94. Et vous allez voir comment les cartes se superposent presque parfaitement. Ça veut dire que tous ces outils demandent une antériorité, demandent un terrain qui est prêt à aller vers quelque chose de plus. Donc, ce n'est pas adapté à tous les territoires tout de suite. Donc, il ne faut surtout pas s'amuser à imposer quoi que ce soit. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire, vu que je ne travaille plus sur le terrain, même si je rencontre encore beaucoup d'élus. Et bravo à tous ceux qui ont témoigné, parce que les exemples sont riches d'initiatives. Bon, c'est à moi. D'abord, je salue Jean-Marie Houdard avec tout le bon souvenir que j'ai du travail qu'on a mené ensemble, et pour dire aussi que c'est dans les crêpes pré-ardennaises qu'on a initié la première écoute territoriale. Voilà. Non, moi je veux simplement, on avait prévu d'intervenir en introduction, donc évidemment je vais répéter des choses qui ont été dites.
je voudrais mettre l'accent sur une disposition qui s'appelle le pacte de gouvernance. Alors, je ne sais pas si au Crête-Ardonnaise ou à Besançon, vous l'avez appelé comme ça. Hein. Voilà, le pacte de gouvernance, dont je rappelle très vite l'objet et les initiatives. En fait, le pacte de gouvernance relève de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019. Et c'est un moyen, en fait, de replacer les élus municipaux et les communes au cœur de l'intercommunalité, à la fois dans leur mode de gouvernance et à la fois dans leur fonctionnement un peu quotidien. Ce qui est important de dire, c'est que c'est un dispositif moral et non opposable. Et je trouve cette dimension très intéressante puisque ça nécessite un accord un peu d'ensemble. Hein. C'est un accord moral, voilà, mais qui peut être très incitatif en liant les différentes parties dans l'élaboration en fait du projet de territoire. Alors le pacte de gouvernance n'est pas obligatoire, mais s'il se fait, il doit être acté par délibération du conseil communautaire. Et en fait, il offre beaucoup de latitude, mais c'est ce qu'on a entendu avec les deux exemples qui ont témoigné. Hein. Il offre beaucoup de latitude parce qu'il permet d'instituer toute une série d'instances et de modalités hein, qui favorisent les liens entre communes et intercommunalités. Alors, je voudrais juste reprendre quelques éléments importants dans ce qu'on a entendu, d'ailleurs. Hein. Moi, je m'étais appuyé sur plusieurs exemples, par exemple les pactes de gouvernance du pays d'Iroise, le pacte de gouvernance du Grand Figeac, celui du Cateau-Picard, celui de la communauté de communes de Mirecourt. Voilà. Quels sont les éléments, pour redire en fait ce qui a été dit, mais de manière synthétique, quels sont les éléments importants? Par exemple, comme ce qui s'est fait, si j'ai bien compris, à Besançon, la nomination d'un vice-président à la communication est chargé de la relation avec les élus municipaux et les communes. Et ce qui est encore mieux, c'est lorsque, avec un élu responsable, il y ait un agent chargé hein, du fonctionnement du pacte, du suivi, de son évaluation, avec des moments pour le faire évoluer assez régulièrement, et un rôle d'interface pour répondre aux demandes particulières des communes vis-à-vis de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération. Il me semble que ça, c'est un élément central hein, d'un pacte de gouvernance. Alors évidemment, s'accompagnant de toujours un désir, une recherche, un peu de consultation un peu permanente auprès des élus locaux, des élus municipaux, sur leurs attentes, leurs besoins, notamment en matière de mutualisation et de renforcement des services. Et puis, mettre en place un système un peu permanent, expliquant en détail à tous les élus les compétences intercommunales et leur traduction concrète sur le territoire et sur les communes. Voilà. Un autre point qui me semble important, mais ça a été dit, hein, c'est un fonctionnement élargi de la conférence des maires, et notamment lorsque cette conférence se réunit systématiquement avant tout conseil communautaire, je crois que c'est ce qui se passe notamment dans les crêtes pré-ardennaises, pour échanger au préalable sur les différents points et projets qui sont à l'ordre du jour du conseil communautaire. Il y a même ailleurs, il y a même des initiatives de lancement de conférences des élus communaux. Hein. Je sais que ça existe et c'est une manière de mobiliser en tout cas les conseillers municipaux qui seraient volontaires hein, pour réfléchir hein, à la fois à l'action sur leur commune et en lien avec l'intercommunalité. Voilà.
Autre point important, c'est des comités de pilotage, hein, composés de beaucoup d'élus municipaux, on trouve ça, sur des projets qui sont ciblés, notamment sur les communes qui sont concernées par certains projets. Ça peut être par exemple des logements d'urgence, ça peut être des questions liées à la mobilité, ça peut être des questions sur la qualité de l'eau et la gestion de l'eau, voilà, et qui concernent peut-être pas forcément tout le territoire, mais une partie du territoire. Autre chose, ça a été dit, c'est toutes les rencontres, les échanges qui peuvent être régulières, quoi. Ça peut être annuel, semestriel ou plus, hein, entre les secrétaires de mairie, et puis DGS, la communauté de communes, communauté d'algo, DGS ou une partie d'équipe, hein, des intercommunalités. Et enfin, le dernier point qui me semble aussi très important, et ça a été le cas pour les deux exemples cités, c'est la concertation organisée par secteur géographique, c'est-à-dire par différentes parties du territoire, hein, qui permet de réunir des élus qui se sentent plus proches entre eux, hein, et qui permet donc de faire ce qu'on appelle les réunions de secteur ou les comités de secteur, hein, comme vous l'avez appelé dans les deux exemples, pour échanger entre eux, pour mettre en commun leurs projets, parce que souvent ce sont des projets qui concernent plusieurs communes, mais pas forcément toute la totalité du territoire, et puis d'exprimer un peu leurs difficultés, leurs besoins, etc. Et deux autres points, moi, qui me semblent intéressants dans ce que j'ai entendu aussi, c'est la question de la valorisation, savoir valoriser les initiatives qui sont prises dans les communes. Moi, je crois beaucoup à, comment on dit, à l'apport de valoriser les actions et les personnes qui portent les choses. Et c'est comme ça qu'on peut fédérer un peu les différentes personnes, que ce soit les élus municipaux avec les élus communautaires. Je pense que la validation est très importante. Et effectivement, comme fait Besançon, la mise à disposition d'agents, hein, au service de chacune des communes à leur demande. Voilà. Je termine juste par un point, mais un mot. Alors, un mot, Yves. Oui, c'est un autre sujet. Moi, je voudrais dire tout l'intérêt, notamment pour l'organisation et le travail par secteur au sein d'une communauté, tout l'intérêt d'intégrer une dimension paysagère et sociétale dans l'appréhension des différentes parties du territoire d'une intercommunalité. Voilà. C'est une lecture territoriale qui peut s'appuyer sur des données géographiques, géologiques, topologiques, hydriques, de biodiversité, et surtout aussi un socle de données humaines sur la connaissance des populations, leur appréhension de leur lieu de vie et sur les conditions de vie de certaines catégories de population. Je pense qu'en prenant ça en compte, mais ça c'est un autre sujet, on peut établir des sortes, moi ce que j'appelle des règles de lieu pour intervenir un peu dans tous les domaines en prenant en compte les caractéristiques et les spécificités de chacune des parties du territoire. Voilà, je m'arrête là, merci. Merci beaucoup, Yves. On a oublié de préciser, en effet, dans la présentation qu'on a faite de vous, que vous aviez un rôle important dans un collectif qui s'appelle Paysage de l'après-pétrole, PAP. Exactement. Vous pouvez les uns et les autres réactiver votre caméra, vous allez voir, c'est complètement magique. Et on va lancer les débats. On a Claude à ce stade qui souhaite intervenir et Monsieur Poujade. Alors, je vais vous demander de vous présenter, savoir d'où vous parlez,
Et puis, si vous pouvez, d'avoir des interventions un peu courtes pour qu'on puisse, les gens puissent vous répondre, nos 4 intervenants puissent, 5, pardon, puissent vous répondre, pardon, un peu dans la longueur. Mm. Voilà, Monsieur Poujade, vous pouvez réactiver votre son si vous le souhaitez et intervenir. C'est à vous. Bonjour à tous. Alors, je crois être un petit peu dissonant par rapport à l'heure et demie que je viens d'entendre. Alors, je me présente, je m'appelle Gérard Poujade, je suis maire d'une commune de 2000 habitants dans le sud-ouest, dans le Tarn, et vice-président de l'agglomération d'Albi. Je viens d'assister à quelque chose qui pour moi est assez lunaire, pendant 1 heure et demie de panégyrique de ce qu'est l'intercommunalité. Je pense qu'il faut quand même que quelqu'un dise, parce que par rapport au sujet qui était mairie, intercommunalité, mariage d'amour ou de raison, que je n'ai pas entendu quoi dire de propos qui traitaient de ça, on n'a entendu que des intercommunalités et pas de communes où ça se passait mal. Et moi, ce que je vois, c'est que sur le terrain, ça se passe mal à peu près partout. Et donc, ça contribue de l'effondrement démocratique en cours et qu'on n'a pas entendu ça. Alors, je vais essayer de reprendre quelques-uns des éléments. D'abord, l'enquête du Cevipof et Sciences Po. Ça, c'est hors norme qu'on puisse présenter ça sur un tel sujet. Il faut savoir que dans cette étude, il n'y a aucun conseiller municipal interrogé qui ne soit pas conseiller communautaire. Ça veut dire que vous n'avez pas l'avis des communes, vous n'avez l'avis que de conseillers communautaires. Et avec un biais de représentation dans l'étude, qui fait que l'étude est fausse et non avenue par rapport à ce sujet, c'est que 10% des personnes interrogées sont des présidents d'agglo ou de enfin, d'intercommunalité, alors qu'ils représentent 1,5% des élus communautaires, 80% plus de 80% de vice-présidents, et il n'y a que 2% de conseillers communautaires qui représentent 70% des conseillers communautaires du pays. Alors effectivement, vous demandez à des présidents d'interco si ça se passe bien dans leur interco. La réponse est forcément oui. Mais ça se passe mal à peu près partout. J'ai vu dans cette étude qu'il n'y a que 2% dans lesquels le conseil communautaire était agressif ou violent. Je ne me rappelle plus l'adjectif. Donc, comme j'ai fait un calcul, excusez le matheux qui sommeille en moi, comme il y a 1250 PCI, ça veut dire qu'il n'y aurait que 25 intercommunalités où les conseils communautaires seraient violents. Alors, je me dis, j'ai pas de chance d'être dans le département où tout se passe, parce qu'il y a 15 intercommunalités dans mon département, et il y en a 10 dans mon département où ça se passe très mal, avec des communes qui veulent partir, quitter leur interco, qui veulent, comment dire, se mettre... Enfin, et là, je parle que des 3 derniers mois. Je vous invite à lire la presse avec des élus qui en viennent aux mains. C'est de ça dont il s'agit. Parmi les derniers intervenants, il y a quelqu'un qui citait le pacte de gouvernance de la communauté de communes de Figeac, je crois, où il y a plus de 100 communes et où la moitié des maires avaient dit il y a 3 4 ans qu'ils ne se sentaient plus concernés par ce qui se passait dans l'EPCI parce qu'ils n'y étaient jamais associés. Ne pas faire le lien entre ça et les fondements démocratiques qui est en cours, c'est ne pas voir que ce qui est en train de se passer, c'est que dans les conseils municipaux de communes rurales, vous avez les conseillers municipaux de base qui disent à leur maire, et je participe à un groupe qui tourne dans des différents conseillers municipaux, qui disent à quel point ils ne servent à rien et à quel point l'intercommunalité est en train de crever le pays, puisqu'ils ne sont tenus au courant de rien. Alors, les exemples, vous avez pris l'exemple de M. Houdard, moi j'ai rien à dire, ou le dernier, j'ai rien à dire. Bien évidemment, il y a toujours des endroits où on montre que ça fonctionne bien. Mais je vais essayer d'avoir un propos plus analytique sur ce qui se passe mal globalement. Excusez-moi, Monsieur Poujade, de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu compresser votre intervention pour que d'autres personnes puissent éventuellement intervenir et accessoirement vous répondre? Et donc, je vais essayer de faire ça. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il n'existe aucun rapport qui montre que la mutualisation a marché. Au contraire, partout, il n'y a pas d'économie d'échelle, il n'y a que des surcoûts d'échelle. L'intercommunalité a engendré des dépenses publiques comme jamais. Et nous, dans l'intercommunalité dans laquelle je suis depuis le début, depuis qu'elle a été créée, la masse salariale a explosé, les services qui ont été rendus se sont dégradés, et aujourd'hui, on ne met pas en place ces outils. Et donc, et pour conclure là-dessus, la manière dont on présente le rapport entre communes et interco. Si vous ne faites parler que le côté interco, vous n'aurez jamais de débat et vous contribuerez à l'effondrement démocratique en cours. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Poujade. Est-ce que Simon Moreau, vous souhaitez On peut intervenir? prendre plusieurs questions si vous voulez, comme vous souhaitez. C'est vous qui êtes à la manœuvre sur l'animation.
Non, vous pouvez y aller si vous le souhaitez. Non? Ouais. Et on a Carole, deux autres questions qui viennent Après, est-ce aussi. que je suis le seul à intervenir aussi? Parce que voilà, moi, c'est sur la regard nationale et il y a peut-être des choses aussi qui intéressent tout le monde sur justement ce qu'a soulevé Monsieur le maire sur ce qui se fait au local, hein. Mais comme vous souhaitez, Carole. Bon, alors attendez, dans ce cas-là, on va donner la parole à Monsieur Carpier et ensuite à Monsieur Laguesse. J'espère que je prononce bien. Excusez-moi si j'écorche vos noms. Monsieur Carpier, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de de cette, enfin, de cette table ronde, enfin de ce travail-là, de l'UNADEL. Moi, je suis, alors je sais pas au titre, mais mon intervention part de la réflexion d'un conseil de développement dans l'Hérault, un pays cœur d'Hérault, où on a une double couche, je dirais, puisqu'on a trois intercours regroupés dans un pays, ce qui complique aussi un peu les choses d'organisation. Moi, j'aurais simplement, alors, je n'aurais pas le même propos, puisque je ne parle pas du même que mon prédécesseur là sur les questions, mais effectivement, j'avais un peu le sentiment que tout marchait bien, mais c'est pas tout à fait ce qu'on constate. Mais je ne vais pas parler du point de vue des élus, mais du point de vue de comment les citoyens arrivent à ce, et donc effondrement démocratique ou pas, en tout cas problématique démocratique, à, à, à naviguer sur la compréhension de ce qui se passe sur les territoires. Lorsqu'ils ont des questions, évidemment, la plupart du temps, c'est auprès des élus de leur commune, de leur maire, des adjoints. Et très souvent, la question, c'est pas nous, c'est l'intercommunalité. Donc ça, c'est le premier niveau de la manière dont c'est dit, mais ça peut être aussi c'est de leur faute. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que laisser penser que non seulement on n'est pas au courant, mais qu'en plus, si ça s'est fait contre nous, voire contre la commune. Euh, et donc, on a une dépossession, en tout cas, nous, ce qu'on vit du point de vue des citoyens, ce qu'on interroge, nous, en tant que conseil de développement, une sorte de dépossession, d'incompréhension, d'anomisation de la décision politique, et du sentiment d'ailleurs que euh, les choses s'arrangent entre les élus sans que le débat ait lieu. Voilà, enfin, c'est sans doute pas vrai. En tout cas, nous, on constate que c'est pas vrai en même temps. Mais en tout cas, toutes ces questions-là, et si on imbrique effectivement problématiques des élus vis-à-vis des structures et problématiques des citoyens, voilà, moi j'avais juste envie d'interroger sur cette question-là, sans apporter obligatoirement de considération. J'en ai donné quelques-unes, mais en tout cas, ça nous semble être un des éléments qui est extrêmement important sur le rapport à la décision politique, le rapport à la politique au plan local. Merci. Merci, Monsieur Carpier. Monsieur Laguesse. Bonjour. Alors, ça ne vous aura pas échappé, il y a un tréma sur le U, et donc on dit Lagus. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude, hein, depuis tout petit, c'est comme ça. Voilà. Donc, moi, je suis Yves Lagus Bagé. En plus, j'ai un nom composé, ce qui arrange pas les choses. Et je suis donc maire de la commune de Champeaux en Seine-et-Marne. Voilà. Et je suis secrétaire de l'association des maires ruraux de Seine-et-Marne et on représente aujourd'hui 230 communes. Je rejoins tout à fait les propos qui ont été exprimés par mon collègue Gérard Poujade. Je ne reviendrai pas sur la mutualisation qui est une vraie catastrophe et sur les fondements démocratiques. Il l'a bien démontré et exposé. Moi, je suis dans une intercommunalité qui a été je dirais, regroupée de force en 2017 sur un territoire complètement incohérent, sans axe structurel, voilà, sur un bassin de vie qui en fait comporte 5 ou 6 bassins de vie et donc il n'a aucune cohérence territoriale. Je me suis longtemps interrogé sur ce regroupement qui avait été réalisé par le préfet et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas que le préfet qui avait forcé ce regroupement, mais plutôt la baronnie locale qui a plutôt souhaité découper ce territoire pour que en fait, les intérêts politiques leur soient plus favorables. Aujourd'hui, et après 7 années de combat, nous avons tenté de quitter avec 8 communes, de quitter cette intercommunalité jusqu'à aller en justice et nous n'avons pas obtenu gain de cause. Aujourd'hui, nous sommes dans une intercommunalité
nous siégeons dans une interco et nous siégeons dans 5 syndicats intercommunaux d'une autre interco. Voilà. Donc, vous voyez la difficulté, c'est extrêmement chronophage. Et donc, nous avons pris la décision depuis le début de l'année de ne plus aller en conseil communautaire, puisque de toute façon, ça ne sert plus à rien. Et si d'aventure vous êtes du mauvais côté de l'échiquier politique, ben, voilà, vous le payez cash, quoi. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que, en fait, le pouvoir était, je dirais, exécuté ou appliqué par je ne veux pas dire une caste, je dirais pas ça, mais par un groupe d'amis qui, en fait, se sont répartis l'ensemble des vice-présidences et qui, aujourd'hui, rien qu'avec les vice-présidences, ont la majorité absolue au sein du conseil communautaire. Donc, plus aucun intérêt d'y aller, plus aucun débat. Impossibilité de fédérer, puisque vous comprenez bien que les vice-présidents qui perçoivent une indemnité se gardent bien d'élever la voix parce qu'ils s'y trouvent bien et c'est comme ça que je l'analyse, même si c'est compliqué. Moi, ce dont je me rends compte, c'est que mon conseil municipal, je suis maire depuis 25 ans. Mon conseil municipal est largué par la communauté de communes. Les habitants, n'en parlons même pas. Et je me demande s'il n'y a pas une relation avec les votes réactionnaires qu'on connaît aujourd'hui et cet éloignement du pouvoir. À tel point que notre association des maires ruraux de Seine-et-Marne, et j'essaie d'être rapide, hein, j'ai bien compris que le temps était compté, à tel point que voilà, nous avons passé une convention avec l'Institut d'études politiques de Fontainebleau qui met à notre disposition 2 enseignants-chercheurs et 4 étudiants en Master 1 et Master 2 pour savoir comment les habitants percevaient la ruralité en Seine-et-Marne. Parce que je me dis que s'ils font confiance aux maires, je me demande qu'est-ce qui fait que des votes extrémistes comme on peut les subir, hein, comme on peut les subir, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit, d'où ils viennent. Je ne serais pas surpris qu'il y ait une part, je dirais, de l'éloignement du pouvoir de décision avec les intercos. Voilà, et j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci à vous, désolé d'avoir écorché votre nom. Parmi nos intervenants, qui se sent de répondre? Simon, Jérôme, Christine, Yves et Jean-Marie. Vous voulez dans l'ordre que vous avez proposé, Carole, ou... Eh bien, on y va. Alors, évidemment, le propos que je vous tiens est du point de vue d'une association nationale qui est celle des intercommunalités de France. Et voilà, sur les situations locales, il n'y a pas lieu où je m'exprime parce que, évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on porte hein, sur l'idée que bah, on a une vision d'ensemble qui est quand même fondée sur des éléments qui sont ceux que j'ai exposés de façon, comment dire, détaillée et qui n'exclut pas les différentes réalités locales pardon, que vous mentionniez. Sur les CVPOF, voilà, clairement, c'est ce que je vous ai dit, on est sur président et vice-président intercommunalité. Vous disiez, je crois que vous avez mentionné un terme de panégyrique. Non, ce que je présentais notamment, c'est qu'il y a des choses où ça ne fonctionne pas bien, différemment. De voir quelle est la réalité des choses pour voir un peu dans la suite des propos de Christine Brémond, ce qui a lieu de poursuivre soit au niveau de la boîte à outils juridique, qui est également ce qui quand même nous pose un mode d'action commun, soit des pratiques à diffuser avec les différents relais qui sont très variés et nos différentes associations d'élus, dont vos associations d'élus de la MRF hein, notamment, y contribuent. Euh, donc ça, c'est par rapport à l'étude CIPOF, voilà, elle vaut ce qu'elle vaut et je vais présenter telle quelle. Et c'est intéressant de voir aussi qu'il y a d'autres études là qui se font, y compris sur les maires. Hein. Il y a une étude de l'Association des maires de France qui, là, pour le coup, se fonde sur un sondage auprès de l'ensemble des maires du pays hein, et qui était sur les causes des mouvements de démission. Et on voyait que le fonctionnement de l'intercommunalité arrivait très tard, hein, parce qu'en premier lieu, vous avez les citoyens en un, les liens avec les services d'État en deux, l'exercice du mandat avec la vie personnelle en trois, le comportement des administrés en quatre, etc. Ce qui fait que l'interco venait assez tard dans cette enquête. Je voudrais juste réagir par rapport à ce qui a été mentionné vite fait sur... enfin, moi, je voudrais vite fait réagir sur ce qui a été mentionné par rapport aux mutualisations. Excusez-moi pour la langue qui a fourché. La mutualisation, après, c'est une question de voir de quoi on parle. Parce que certains disent que quand on transfère des compétences pour en fait mettre en place des services qui n'existaient pas, c'est de fait des mutualisations pour proposer un service qui n'existait pas avant. On mutualise aussi, comme ce qui a été présenté par le Grand Besançon Métropole, pour apporter là des services aux communes. Et là-dessus, plusieurs choses qui nous sont rapportées par des élus et leurs cadres.
Il faut voir de quoi on parle. Les surcoûts, c'est vrai que par rapport à une situation où les services étaient peu développés faute de moyens, ou parce que les politiques n'étaient pas mises en place, évidemment que les coûts sont là. Certains nous font valoir que certes, ça coûte cher, mais parce qu'il n'y avait pas grand-chose, faute de moyens, hein, et parce que la demande sociale évolue. Quand on met en place des services de crèche ou des services d'aide à domicile ou de la restauration scolaire, c'est aussi parce que les modes de vie des habitants ont changé. Voilà, les femmes travaillent davantage qu'avant, par exemple, donc forcément, on a besoin d'autres services par rapport à leur vie quotidienne. Et ça, c'est des propos que je vous rapporte qui sont travaillés au sein de notre association. Enfin, juste une réaction par rapport aux propos qui étaient tenus par M. Carpier, de propos qu'on entend parce qu'on s'y retrouve, c'est pas nous, c'est l'Interco. C'est vrai que ça, c'est des choses on peut entendre qui font pas mal d'écho aussi à c'est pas nous, c'est l'Europe. Et là aussi, dans ce qui est le début de crise démocratique que vous souleviez, on peut se demander si la bonne explication du fonctionnement des institutions politiques est une façon d'améliorer les choses pour éviter que justement on ait ce problème démocratique qui est réel. Voilà, donc ça, c'est des propos vraiment très nationaux dont je fais part, qui émanent des instances nationales de l'association. On ne t'entend pas, Carole. Voilà, je me mets en sourdine. Merci à vous, Simon. Carole, est-ce que je peux rajouter un petit mot? Oui, je me demandais si Jean-Marie souhaitait intervenir juste avant Christine ou pas. Jean-Marie, Oui. je ne vous vois pas. Ah, ben pourtant, je Ah, suis... ça y est, je vous vois. Oui, non, par rapport à ça, je crois que c'est important de connaître l'histoire des territoires. Et moi, ce que j'ai dit, c'est aussi en lien, c'est pour ça que j'avais développé au départ avec l'histoire du territoire, avec un gros travail sur la participation citoyenne, avec, ça j'ai oublié de le dire, mais je le reprécise, le fait de travailler par secteur. Chaque secteur s'organise en début de mandat pour nommer un président, ou en tout cas un représentant, qui sera forcément vice-président à la communauté de communes, donc ce qui permet d'avoir, outre une bonne représentativité géographique, d'avoir aussi des gens qui sont issus de leur territoire et de leur bassin de vie. Euh, Après, moi, je crois bon, on peut toujours trouver des trucs qui ne marchent pas. Et chez moi, je pourrais vous en donner aussi. Ceci dit, je crois qu'il faut essayer d'être un peu dans une dynamique positive et de l'importance d'avoir vraiment un projet de territoire. J'y reviens. Enfin, pour moi, c'est un acte vraiment générateur et qui permet de s'accorder tout le monde sur quelque chose à faire. Et peut-être, dernier élément que je voulais dire, sur les copies ou sur les différentes commissions, l'importance de les ouvrir à tous les acteurs pour avoir aussi une divergence de point de vue, d'entrée, qui permet aussi de construire cette vie de collectivité. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Merci beaucoup, Jean-Marie. Christine. Alors, Je ne Christine. vous entends pas, Christine. Je remets Voilà. Je voulais intervenir dans la foulée de la personne d'Albi, dont je n'ai pas retenu le nom, je suis désolée, pour insister sur un point. On a une façon de traiter ces sujets comme si une loi arrive, elle est votée à Paris, on prévoit la taille de tous les boulons et ça va marcher. Et ça doit marcher partout. Comme si la France était homogène. J'arrive pas à faire comprendre qu'il y a des territoires qui ont une histoire qui a, depuis des siècles, facilité les relations entre les personnes à travers de multiples outils, que ce soit culturel, que ce soit religieux, peu importe, associatif, coopérative agricole, peu importe. En tout cas, on a des territoires qui favorisent ces liens. Et c'est la carte dont je parle, cette carte qui montre que certains vont plus vite que d'autres. Et il y a des territoires qui sont en difficulté parce qu'eux héritent d'une histoire où des affrontements ont eu lieu à travers les siècles, et ça remonte souvent très loin. Quand on était à Amérique-en-Seigle, on avait eu des blocages comme ça dans 3-4 territoires, et on nous avait demandé, les élus nous avaient dit, on ne sait plus comment s'exprimer, on ne sait plus comment faire comprendre qu'il faut faire une communauté. Et donc, on a fait travailler, je vous le dis parce que c'est des pistes, on a fait travailler le laboratoire du Collège de France, le laboratoire d'anthropologie sociale du laboratoire de France, qui sont venus s'immerger dans ces territoires pour essayer de comprendre quelles étaient les racines, comment les gens se parlaient, quelles étaient
et ils font leur travail d'anthropologue, c'est-à-dire comme ils vont dans les îles Salomon faire une analyse, hein, ils font la même chose. Quand on a eu le rapport, je l'ai encore, on a été stupéfait, et les élus sur place qui étaient volontaires, par les racines qui irriguaient cette antinomie entre les territoires. Ça venait, alors je vais vite, ça venait des langues locales, les gens se reconnaissent par du vocabulaire, ça venait de lignes d'invasion dans le sud-ouest, ça venait de religions en Ardèche entre catholiques, protestants. Ce que je veux dire, donc la France n'est pas homogène. 2, il y a des territoires qui sont en difficulté, ils n'arrivent pas à faire exactement ce pourquoi ils ont été élus, et notamment leur projet de territoire, même si le projet a réuni beaucoup de monde, il y a des blocages. Et donc, il faut faire appel à d'autres outils intellectuels pour aller analyser. Voilà. La commune, elle est ancienne, elle vient des paroisses, et les habitants, même s'ils arrivent de la ville et ils sont nouveaux, ils s'imprègnent, c'est comme une éponge, ils s'imprègnent d'histoire et qui ne sont pas du tout évoqués. Donc il faut arrêter de faire fi comme si on était des territoires neufs. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. En tout cas, c'est passionnant. Et si vous êtes intéressé, je peux vous faire lire le rapport du laboratoire de France, du Collège de France. Alors, Merci Christine. Oui, Claude, tu souhaitais intervenir tout à l'heure. Je te oui, laisse alors la peut-être qu'il y a parole. d'autres demandes d'intervention, hein, surtout pas Mais je Pascal ne vois Claude. pas là tout de suite. Donc, si tu souhaites D'accord. intervenir, tu peux y aller. Non, je trouve très intéressant qu'il y ait aussi un peu de controverse dans l'approche de ce genre de sujet, parce que c'est vrai qu'il y a des réalités extrêmement différentes. Je pense que ce que Christine a dit tout à l'heure, pas dans cette intervention, mais elle fait écho à la précédente, est essentiel. Je crois que la difficulté, c'est effectivement d'avoir à certains moments forcé un petit peu le trait et poussé à des organisations qui ont été portées par l'initiative locale. On a l'habitude à l'UNADEL de dire que là, il est très important de pouvoir agir et continuer à agir, renforcer notre pouvoir d'agir local, individuel, collectif, territorial, sans subir. Sans subir des décisions qui viennent d'ailleurs. La démarche de développement local, c'est justement une approche où on essaye de croiser l'ascendant et le descendant, et l'un ne doit pas primer sur l'autre a priori. Mais donc, je trouve assez intéressant de voir qu'il y a des territoires où effectivement des initiatives, des réponses, des solutions ont été trouvées parce que les gens ont accepté de travailler ensemble, mais on est loin d'être au terme de cette histoire, hein. Je crois que il faut quand même se rappeler que l'intercommunalité, c'est une initiative qui a été portée dans les années 90. Nous-mêmes, on a contribué à renforcer cette démarche parce qu'on partait du principe que nos territoires, s'ils voulaient être résilients, plus robustes, faire face aux crises économiques, aux dépôts, enfin, à l'exode rural ou à d'autres difficultés rencontrées par avec la désindustrialisation, avec la mondialisation de l'économie, etc., il fallait qu'ils soient en capacité de s'organiser, de s'auto-organiser. Donc je pense que le mot important, c'est ça, c'est l'auto-organisation, l'autodétermination. Je pense que ce qui est imposé, forcément, provoque de la réaction. Et en même temps, on voit bien que le monde a changé et que les attentes des individus, des citoyens sont très différentes. Et que face à cela, les outils dont nous sommes dotés aujourd'hui ne sont pas toujours adaptés pour faire place aux citoyens, pour faire place à la parole des uns et des autres, aux attentes des uns et des autres, et pour faire place aussi enfin, une évolution quant à la participation au fonctionnement de la société. Je pense que tout le monde aujourd'hui n'est pas forcément demandeur de participer, hein. On a vu dans les Crêtes, mais bien dans d'autres territoires, où finalement, quand on réunit les gens, quand on associe les gens aux décisions publiques, on a toujours un peu les mêmes. Donc, il y a cette difficulté d'élargir un peu, de pouvoir élargir, etc. Et on a aussi cette difficulté dans ce monde à présent. Je pense qu'il faut quand même mesurer ça. Je pense que Gérard Poujade et d'autres seront sans doute d'accord avec ce que je vais évoquer. On a un mandat très particulier actuellement parce qu'il a commencé avec la Covid. Et il n'a pas permis non plus de construire des cohésions d'équipes municipales, intercommunales, etc. Je pense que ça, c'est quand même une particularité qui s'est ajoutée, une difficulté qui s'est ajoutée à ce qu'on avait pu précédemment rencontrer. Et je me rappelle du président des Crêtes Préardennaises, Jean-Marie, tu t'en souviens, qui m'avait dit, quand je l'avais rencontré quelques mois après, fin 2020,
2020, il m'avait dit, en fait, moi, je ne connais même pas mes vice-présidents, on s'est quasiment pas vu. On n'a pas eu de réunion depuis l'installation du conseil communautaire, quoi. Bon, clairement, ces conditions-là, elles ont aussi provoqué des choses extraordinaires et c'est clair que c'est pas innocent quoi, qu'il y ait autant de démissions de conseillers municipaux, autant de démissions de maires dans le courant de ce mandat. Et par ailleurs, la société et la politique devient de plus en plus violente. Et je pense que participer à un conseil municipal, quand on n'y est pas prêt, c'est rude, c'est compliqué. Travailler en équipe, c'est extrêmement difficile. Donc, je pense qu'il faut tenir compte de cela aussi, hein. Et donc, je pense on a vraisemblablement à réparer la France, comme disait quelqu'un récemment, mais également à réparer notre fonctionnement démocratique local. Et ça, je pense que c'est un enjeu où on a besoin de tout le monde, des conseillers municipaux, des maires, des présidents de communautés de communes, des conseillers communautaires. Je pense qu'il faut qu'on fasse de nos outils un élément, enfin qu'on les adapte pour qu'ils soient en capacité de relever les défis d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui. Et ça, on n'est pas trop au niveau d'un territoire local, quelle que soit sa taille. Je voulais quand même dire ça un petit peu avant de conclure, hein. Merci. Mais M. Poujade a demandé à nouveau la parole, je crois. Oui, et dans le chat, Monsieur Carpier indique qu'il n'a pas abordé les impacts de la métropolisation pour les C'est vrai. territoires périphériques qui contraignent la décision intrinsèque des EPCI concernés. Monsieur Poujade, je vous redonne la parole. Ben, je continue dans le droit fil de ce que vient de dire M. Grivel et je me réappuie sur ce que vous avez dit à propos des rapports des années 90, les rapports Mauroy, Chevènement, Pasqua, Bayrou de mémoire, quoi. Tous commençaient par la même introduction. Il y a trop de communes en France. L'intercommunalité a été conçue par les pères fondateurs des relations intercommunales pour faire disparaître les communes. À l'époque, l'argument qui a été repris dans les 4 rapports, dans les introductions des 4 rapports, c'est de dire il y a plus de communes en France que dans tout le reste de l'Europe. Or, depuis, qu'est-ce que l'on sait, de quoi on s'est rendu compte, c'est que ces communes, c'était une des plus grosses richesses démocratiques du pays, parce que vous avez un demi-million de bénévoles en France. Et la raison pour laquelle on veut les faire disparaître me paraît un petit peu compliquée. Et donc, je reviens, comment dire, sur l'étude de l'AMF. Alors, c'est très intéressant parce que moi, pour ma part, je suis l'ancien vice-président de la région Midi-Pyrénées. Donc, je connais beaucoup de monde dans la région Midi-Pyrénées parce qu'entre vieilles élus, on se connaît un peu tous. Et donc, depuis 1 an et demi, j'appelle les collègues maires qui ont démissionné pour savoir pourquoi ils ont démissionné. Alors, ça n'a pas la valeur scientifique de ce que je lis dans cet histogramme. Mais par contre, il faut quand même que je vous dise que ça ne correspond mais à rien à ce que les collègues m'ont dit. D'abord, 1 sur 4 a démissionné parce que c'était prévu dès le début du mandat comme étant son dernier mandat et qu'il voulait transmettre. Regardez bien, ça n'apparaît en rien dans le résultat de l'étude. C'est qu'il doit y avoir un biais aussi dans l'étude. Par contre, je mets de côté ceux qui sont décédés en cours de mandat, hein, parce que des fois, dans des statistiques, les décès apparaissent aussi dans la disparition des maires par rapport à 2020. Donc, voilà. Donc ça, on met ça de côté, bien évidemment. J'imagine que ce n'est pas un biais de l'étude. Par contre, les 30 qui n'ont pas démissionné, que j'ai pu interroger sur des raisons préalablement établies de je ne finirai pas le mandat, je fais la transmission, il n'y en a pas un qui ne m'est pas cité comme l'intercommunalité comme étant le problème principal. Et ce qui est intéressant, j'ai refait comment dire, les calculs à peu près, il y a les 2 tiers d'entre eux qui avaient été élus en 2020. Effectivement, il y a le phénomène Covid, mais l'autre truc, c'est qu'ils se sont présentés avec des programmes en 2020 sur si je suis élu, je ferai ça. Et il y en a un qui m'a dit la chose suivante, moi j'ai fait campagne sur je ferai ça, et j'ai découvert après coup que je n'avais pas le droit de le faire parce que ça dépendait de l'intercommunalité. Je vous mets au défi de trouver un citoyen qui sache répertorier quelles sont les compétences entre communes et intercommunalité, surtout que d'une interco à l'autre, ça change. Et donc, j'en ai un qui m'a dit, moi j'ai démissionné parce que ce que j'avais promis dans la phase électorale, ben, j'avais juste pas le droit de le faire. Et quand je suis allé à l'interco pour dire, mais moi je voudrais une cantine bio chez moi, le, la gouvernance autoritaire qui existe quand même dans un très grand nombre d'intercommunalités lui dit, ben, circule, il n'y a rien à voir, et tu vas pas nous emmerder avec ça, avec la truculence et les mots qui vont avec. Et donc, moi, je trouve ça très étonnant dans ces sondages où c'est que vous mettez en un ou en deux les causes qui vont avec. Et si vous regardez bien, dans ce sondage, ce qui arrive en deux, c'est les relations avec l'État. Et en fait, la plupart des collègues confondent, ne savent pas les compétences déléguées à l'intercommunalité ou celles déléguées à l'État.
Et en fait, ils me disent, oui, de toute façon, l'État m'empêche, par exemple, de mettre en place la cantine bio. En disant cela, ils disent, mais non, en fait, non, mais c'est l'interco, en fait, mais c'est pareil pour moi. Et donc, de ces approximations, et celle-là arrive en deuxième position dans l'enquête. Ça veut dire que les enquêtes aussi révèlent les choses. Et donc, je vois bien de ces choses qui se passent mal et qu'on a vocation à occulter, il y a un vrai problème. Et je reviens sur ce que disait Madame Brémond à un moment donné, parce que là, quand même, c'était hors norme dans la première intervention, où elle mettait en cause, d'une certaine façon, les communes de moins de 500 habitants en disant que dans la mutualisation, dans les intercos, on proposait des services qu'on ne trouvait pas dans une commune de moins de 500 habitants. En dehors de l'aspect discourtois vis-à-vis de nos collègues élus, bon, il y a 2000 habitants, donc je ne me sens pas concerné, mais au-delà du caractère discourtois, moi, je vais vous dire une chose, un service que les conseils municipaux amènent dans les communes de moins de 500 habitants et qui n'existe nulle part dans une intercommunalité, c'est la considération. Et ne pas prendre en comment dire, comme élément la considération des citoyens, parce que dans ce débat, le citoyen est largement absent quand même. Le citoyen, il vote pour des communes, il ne sait pas pour qui il vote pour l'intercommunalité, il a des vice-présidents en charge de très grosses compétences qu'il ne connaît absolument pas. Le fait intercommunal, et ça le dernier biais, c'est un déni de démocratie absolument gigantesque. Merci, merci beaucoup à vous. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir, répondre, apporter un complément? N'hésitez pas. Je crois que l'intervention dans le chat aussi est intéressante parce que la question du rapport à la nature des territoires entre territoires urbains et territoires ruraux, la question de la métropolisation, la théorie du ruissellement, etc., tout ça, ça a créé aussi un certain type de rapport qui a créé de la tension. Attention, j'ai mis... Oui, juste un petit mot, s'il vous plaît. Moi, j'ai parlé de la valorisation et je reviens là-dessus parce que je suis frappé dans tous les lieux où on peut aller de la richesse des initiatives, petites ou moyennes et grandes, qui sont prises à la fois par des communes ou un ensemble de communes et à la fois par beaucoup d'associations, que ce soit dans le domaine de l'école, dans le domaine des personnes âgées, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, etc. Il y a énormément de projets et d'actions qui sont portés localement un peu partout. Et je trouve que la première chose à faire, ce serait de valoriser ça et de surtout les faire connaître. Les faire connaître au sein d'un territoire, hein, que tout ce qui se fait au niveau local, hein, que ce soit par les communes, que ce soit par les associations, que ce soit par des groupements économiques intéressants, que ce soit dans le domaine de l'aide sociale, parce que ça me paraît quelque chose de très important aussi, eh bien, de faire connaître tout ça auprès de l'ensemble des acteurs du territoire et de mettre ça en commun. Je sais qu'à Mairie Conseil, on avait fait tout un travail pour mettre en commun entre les élus la richesse de leur patrimoine et des ressources locales, notamment des ressources humaines. Et en fait, les élus découvraient qu'au sein de leur territoire intercommunal, il y avait une multitude de choses sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour constituer et travailler sur un projet de territoire commun et fédérer toutes ces initiatives qui existent. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire une bonne démarche de projets communautaires, de projets d'ensemble, en mettant bien en valeur et en considérant et en valorisant les actions et les personnes qui les portent. Voilà. Merci Yves. Je vais laisser la conclusion au président de l'UNADEL. Merci à tous, intervenants et personnes qui ont réagi, à l'ensemble des participants. Donc, ça s'appelle comme ça. Claude, je te laisse la conclusion. Oui, alors, évidemment, on n'a pas fait complètement le tour des questions posées. Hein. Je pense que forcément, on pourra continuer, on pourrait échanger très longuement sur toutes ces questions-là. Je voulais quand même
redire deux, trois choses qui me semblent importantes avant de peut-être redonner. Carole, tu pourras peut-être mettre dans le chat la prochaine date du prochain jeudi en 2025 et son thème. Donc ça me permettra de ne pas oublier de le signaler. Simplement, je voulais quand même redire que combien il me semble qu'il est important, et on le voit bien à travers toutes vos interventions, quelles qu'elles soient, quel que soit l'angle de vision que vous pouvez avoir, combien il est important de se redire dans ce pays à quoi sert une commune. Quelle est la fonction de la commune? Quelle est la mission de la commune? Qu'est-ce qu'on peut porter en commun dans son territoire, quel que soit son territoire, que ce soit à l'échelle communale, à l'échelle même du quartier parfois, ou du hameau? Qu'est-ce qu'on porte en commun? Comment on essaye d'améliorer le vivre et faire ensemble le territoire commun? Comment on est en capacité aussi de faire un territoire commun différent de celui du voisin, mais en relation aussi avec le voisin. Comment on fait fonctionner toutes ces interactions entre nos communautés de vie, nos lieux d'action, nos lieux d'engagement. Je pense que cette réflexion, elle me paraît essentielle à 1 an et demi des prochaines élections. Combien de communes, combien de territoires vont être en capacité de mobiliser une réflexion sur son espace de vie, sur comment on rêve sa commune, qu'est-ce qu'on attend de sa commune, qu'est-ce qu'on attend des élus, comment on accompagne et comment on aide les élus à être aussi pleinement dans leur exercice de responsabilité, comment on les aide à pouvoir assumer ces responsabilités dans un contexte qui est de plus en plus contraint sur le plan financier, sur le plan politique, sur le plan, etc. Et comment on peut construire au-delà des fractures qui existent dans cette société, des apaisements qui permettent aussi d'apporter des solutions. Je pense qu'il ne faut pas oublier ce rôle essentiel que les élus, les 500 000 élus, j'ai peur de dire une intérie d'ailleurs sur les chiffres aujourd'hui parce je n'ai pas toutes les données en tête, mais comment toute cette richesse peut être réellement mise au service de l'intérêt commun. Et ça, je pense que c'est une question qui reste essentielle. D'ailleurs, je voudrais rappeler aussi qu'au sein de l'UNADEL, on a produit un certain nombre d'ouvrages sur le développement local et sur le rôle de la commune, de l'intercommunalité. Bon, notamment, le dernier en date est écrit avec Christine Vrémont et Yves Gorgeux et d'autres partenaires. Mais je pense que les points de vue des uns ne sont pas forcément opposés aux autres. Il y a des choses qui sont entendables dans les points de vue des uns et des autres, mais c'est clair que le rôle d'une petite commune, une commune de 30 habitants, comme celle d'un élu que j'ai rencontré il y a quelques jours, elle peut être, ce rôle est aussi important que le rôle d'une commune de 100 000 habitants. Simplement, il n'est pas le même. Il est forcément pas le même. Mais le rôle de l'élu animateur, le rôle de l'élu qui construit de la cohésion sociale et territoriale, le rôle de l'élu aussi qui défend la voix de sa commune au sein d'une intercommunalité, en étant élu communautaire ou pas d'ailleurs, je pense que ça peut tout à fait être essentiel. Donc on n'a pas conclu complètement le débat, évidemment, il y aura bien sûr des prolongements. Je crois qu'il faudrait aussi dire à toutes les associations d'élus que quelque part, il faut se méfier aussi des sondages et des invectives et des études parfois sur lesquelles les uns et les autres s'appuient. Je crois que, à mon avis, il faut être d'abord à l'écoute de nos concitoyens, à l'écoute des gens, et il faut aussi peut-être reconstruire du rêve, c'est-à-dire redonner envie de s'engager. Pour moi, c'est essentiel. Est-ce qu'en 2027, en 2026, on aura suffisamment de candidats dans toutes les communes? Est-ce que la démocratie peut tolérer qu'il n'y ait qu'une seule liste dans les communes? Est-ce qu'on peut encore tolérer longtemps que les élus communautaires ne soient pas élus au suffrage direct? Est-ce que est-ce que le fléchage a apporté des solutions ou a résolu des problèmes? Je ne suis pas complètement sûr. Donc, est-ce que tout ça, ça ne doit pas être remis un jour sur la table? Ça veut dire, est-ce qu'on est capable ensemble, dans les communes, dans les intercommunalités, de reconstruire un vrai projet de décentralisation qui laisse de la place à l'autodétermination, à l'auto-organisation et à la valorisation des initiatives locales. Alors, je crois qu'il y a de belles réussites. Je pense que c'est un enjeu fort. Il nous reste à le relever. On a à peine une année pour préparer les échéances de 2026, en espérant qu'il n'y aura pas trop d'aléas électoraux pendant l'année qui vient, parce qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles échéances électorales.
On est dans des rythmes aussi, hein, il faut reconnaître, qui ne sont pas forcément faciles. Hein, les échéances bousculent sans arrêt les calendriers de travail des uns et des autres. Si on laissait les élus locaux travailler avec leurs associations, avec leurs citoyens, et si on prenait le temps de s'inscrire dans le temps long, je pense que ce serait un beau défi pour demain. Merci à tous. Tu conclus en nous souhaitant à tous de joyeuses fêtes, Monsieur le Président? Oui, bien évidemment, bien Malgré évidemment. Mais tu le fais pour moi, donc c'est bien. Alors, Et puis, merci à merci vous. aux intervenants et à ceux qui ont pris la parole, qui se sont fait aussi les porte-parole sûrement d'un certain nombre d'autres. Donc, merci beaucoup pour la qualité de vos interventions et encore beaucoup, beaucoup d'excuses pour les difficultés techniques qu'on a pu rencontrer pendant ce jeudi.